Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre mensuel philosophique. Depuis le comptoir général au lieu alternatif quai de Gemap dans le 9e arrondissement à Paris, nous allons confronter la parole des philosophes à celle des experts autour d'une grande question. Le bonheur, l'injonction du bonheur, même si ça ne va pas toujours très bien ces jours-ci sur notre continent. Alors, pour en parler, des philosophes, d'abord, que je vais vous présenter. D'abord, André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, qui est l'auteur de Le sexe ni la mort, 3 essais sur l'amour et la sexualité. C'est aux éditions Albin Michel. Géraldine Mühlmann, philosophe également et auteur de la monumentale... co-auteur de la monumentale Histoire des idées politiques. C'est un honneur que m'ont fait Olivier Duhamel et Evelyne Pizier de me confier la réédition de ce livre ancien des PUF. Frédéric Lenoir, lui qui fait 1 ou 2 best-sellers par an, L'âme du monde, qui est en tête des hit parades, des livres, et puis il y en a un qui arrive tout de suite, là, un roman d'amour. On l'attend. Vincent Cespedes, qui est lui philosophe aussi, qui a publié des tas de livres, dont une magique étude du bonheur aux éditions Larousse, et puis qu'on peut voir et entendre chaque dernier lundi du mois au Barrio Latino, à Paris. Et puis, enfin, l'acteur qui incarne le bonheur, je dirais, je ne sais pas comment vous faites, Pierre Arditi, mais vous êtes une sorte d'incarnation, vous transpirez même le bonheur. Bon, alors, il y a une actualité, Arditi, d'abord, il y a un livre, là, que vous avez préfacé, vous présentez des pensées gourmandes. Oui, un truc marrant, oui, c'est une espèce de... Vous êtes un spécialiste, grand spécialiste du vin, d'ailleurs, on va vous voir demain. Je ne suis pas spécialiste du vin, dans le feuilleton de France 3, Le sang de la vigne, il paraît que ça marche très bien, et puis évidemment, il y a... Comme s'il en pleuvait, et d'ailleurs, on peut dire, c'est le cas de le dire pour vous, au théâtre Édouard Sepp, c'est une pièce qui cartonne. Oui, la pièce de Sébastien Thierry, montée par Bernard Murat avec Evelyne Vuille. Voilà. Oui, et il est question d'argent. Il est question d'argent, oui. Il est question d'argent et pas de bonheur, justement. Ah bon, parce que l'argent ne fait pas le bonheur? Bah, si, ça peut y contribuer, ça ne suffira pas, ça suffit pas. Quelquefois, j'ai été plus heureux quand j'avais pas de fric que quand je pouvais en avoir, quelquefois, pas toujours, quelquefois les deux pouvaient cohabiter. Bon, alors, on va débattre de tout cela, mais d'abord, on va commencer par cette question, et on va demander aux philosophes, et puis après, ce sera à votre tour, Pierre Arditi. On va leur demander aux philosophes, est-ce que le bonheur doit être le but de la vie? Allez, André Comte-Sponville, c'est à vous. Je ne dirais pas qu'il doit être le but, il n'y a pas de devoir d'être heureux. Mais de fait, le bonheur, c'est ce que nous désirons. Voilà, c'est sur quoi tout le monde s'accorde, depuis Platon jusqu'à Freud. Nous avons le désir d'être heureux. Ce n'est pas un devoir, c'est un désir. Reste à savoir comment faire pour l'être en effet, et c'est une question qui demanderait un peu plus de temps. Géraldine Mühlmann. Moi, je pense que c'est une question à laquelle on répond oui pour les anciens, c'est certain. Mais à vrai dire, c'est tellement oui que c'est pas, je veux dire, la philosophie antique répond que c'est un chemin possible, souhaitable, sur lequel il y a des prescriptions, puisque la philosophie antique est souvent très thérapeutique. Il y a des règles qui peuvent permettre peut-être d'atteindre le bonheur. En revanche, pourquoi ces règles? Ça dépend des philosophies. Ça peut être la maîtrise intérieure pour les stoïciens. Ça peut être une forme de suspension du jugement, d'indifférence parce que la raison ne vous donne pas vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, par exemple, pour les sceptiques, ça peut être l'ataraxie, c'est-à-dire une position de modération des désirs et des plaisirs pour les épicuriens. Même chez Platon, il y a une inquiétude. Parce qu'Épicure, là, lui, il peut contempler n'importe quoi, il est heureux. Hein? Il y a toujours un chemin. Je veux dire, pour toutes les philosophies antiques, il y a un chemin. Mais ce chemin, on y croit et on pense qu'il y a des prescriptions qui sont valables pour tous. L'homme est inséré dans un monde, dans un cosmos où il est possible qu'il trouve une bonne vie, on va dire, une eudémonia, comme disaient les Grecs. Je pense que votre question pour des modernes devient très problématique. Deux problèmes. Premièrement, les chemins du bonheur sont complètement éclatés. On peut changer de chemin en cours de route. Il n'y a plus de chemin qui s'impose. Et deuxièmement, le fait même que ce soit un idéal de vie est en question. Je vous donne un exemple. Érasme, en 1509, voilà, le cosmos est en train d'éclater, la vision ancienne est en train d'éclater. Dans l'éloge de la folie, Érasme vous dit, voilà, je pense qu'il vous donne un tas de discours possibles sur les vies possibles. On sent bien qu'on peut aussi aller vers l'ignorance béate, vers une simplicité d'existence, vers un bonheur simple, qui est une vieille histoire, notamment chrétienne. Mais en même temps, il vous dit, ce n'est pas sûr du tout que l'homme soit fait pour être parfaitement heureux sur la Terre. Pour les modernes, il est possible qu'il y ait d'autres idéaux contradictoires avec celle du bonheur. Vous êtes d'accord, vous, c'est difficile aujourd'hui d'être heureux, vous qui êtes un
spécialiste de la sagesse, du bonheur. Tout à l'heure, quand Géraldine parlait des chemins du bonheur, on dirait un titre de livre de Frédéric Lenoir. Hein. Un autre best-seller encore. Un autre. Non, je crois que je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire et revenir un tout petit peu sur les philosophes. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, il y a au moins deux, on pourrait en prendre beaucoup, mais je vais en prendre au moins deux pour qui le bonheur, clairement, n'est pas le but suprême de la vie. Il y a Socrate, pour qui le but suprême, c'est plutôt la vie bonne qui s'exprime dans la justice. Et si Socrate accepte de boire la ciguë, s'il accepte de mourir, c'est qu'il ne recherche pas, si vous voulez, le bonheur même terrestre qui pourrait lui être offert s'il cherchait à s'enfuir. Et donc, il a une exigence supérieure au bonheur immédiat qui est effectivement la vie bonne. Et la recherche de la vie bonne, c'est mener une vie juste, une vie vertueuse, une vie conforme à ses valeurs essentielles. Et puis, on a Kant. Kant nous montre que la morale du devoir est plus importante. On peut sacrifier son bonheur personnel pour être en conformité avec sa morale, avec son éthique. Et on voit ça tous les jours. Vincent Cespedes. Oui, alors, le bonheur, pour moi, il est totalement politique. Le bonheur, c'est le relationnel. Et on voit bien que dans les sociétés riches, et c'est ça le scandale du bonheur d'aujourd'hui, dans les sociétés riches, le bonheur n'est pas corrélé, je dirais, aux finances. Et donc on est dans un modèle de société qui nous dit l'argent fait le bonheur plus ou moins, et on s'aperçoit que pas du tout. Au contraire, c'est ce que vous disiez avec humour au début, on peut très bien être riche et ne pas avoir le bonheur. Le bonheur, c'est le relationnel. Or, aujourd'hui, on est dans une crise totale du relationnel, dans une déliquescence totale, et on essaie de privatiser le bonheur. Le bonheur, c'est des petites consommations privées, et c'est un drame. On ne peut pas être satisfait de la vie, on ne peut pas ressentir la vie. La question du bonheur, pour moi... Il y a un grand philosophe qui a dit, d'ailleurs, à propos de l'argent, il y a des choses bien plus importantes que l'argent, mais il faut beaucoup d'argent, tellement d'argent pour les acquérir. Ça, c'est Groucho Marx. Mais non, je suis pas du tout d'accord, pas du tout d'accord. Le relationnel, la relation intense avec l'autre, c'est notre mode d'organisation sociale qui nous en prive. La vraie question du bonheur, c'est comment je pourrais retrouver cette innocence de vivre, cette innocence dans la relation à l'autre, qui fait que les relations, quand j'étais enfant, étaient pleines et gorgées de bonheur, et que maintenant, on a des fausses relations par écran virtuel interposé. La vraie question, évidemment, c'est qu'est-ce que le bonheur? Parce que tout le monde, ou presque tout le monde, le désire. Il y avait des avis très différents, là. Presque tout le monde le désire, en fait, mais personne n'est d'accord pour dire ce que c'est, ni encore moins ce qui peut faire le bonheur. C'est ce que notait Kant. Le bonheur est un idéal, non pas de la raison, mais de l'imagination. Tout le monde rêve du bonheur, mais personne ne sait comment y accéder. Alors, qu'est-ce que le bonheur? Commençons par dire ce que ce n'est pas. Première chose, ce n'est pas la satisfaction de tous nos désirs. Autrement dit, ce n'est pas la satiété. D'abord parce qu'on désire essentiellement ce qu'on n'a pas, et si on avait tout, on ne pourrait plus rien désirer. Le bonheur n'est pas non plus une joie constante, une joie permanente. Ça n'est pas ce que j'appelle la félicité. Parce que là encore, c'est contradictoire. La joie est un passage, une fluctuation. Elle ne peut pas, par définition, être constante. Alors si le bonheur n'est ni la satiété, satisfaction de tous les désirs, ni la félicité, une joie permanente, qu'est-ce que c'est? Moi, je propose qu'on commence par le plus facile, c'est-à-dire par ce qu'on connaît d'expérience. Ce que c'est que le bonheur, l'expérience ne répond pas vraiment. Lequel d'entre nous est pleinement heureux? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons d'expérience, presque tous, ce que c'est que le malheur. Tout le temps. Nous avons une expérience du malheur beaucoup plus forte, beaucoup plus incontestable que notre expérience du bonheur. Or, qu'est-ce que c'est que le malheur? Mon idée et mon expérience, c'est que le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de façon certaine qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui viennent. Parce que vous avez perdu un être cher, parce que vous avez une grave maladie, que sais-je. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est le contraire du malheur. Le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Le bonheur, c'est le contraire, c'est quand la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, mais vous vous réveillez le matin, tantôt la joie est là, tantôt elle n'y est pas. Pour moi, en général, le matin, elle n'y est pas. Mais vous savez qu'elle peut venir, qu'elle est possible, qu'elle viendra, qu'elle repartira. Eh bien, le bonheur, c'est tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. C'est pas un absolu. On est plus ou moins heureux. C'est pas un absolu, mais qu'est-ce que c'est bon? Autrement dit, ceux qui me disent que le bonheur n'existe pas, ma première réaction, c'est de me dire, celui-là, il n'a jamais été vraiment malheureux. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux, au moins une fois dans leur vie, ils savent par expérience que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Si bien que plutôt d'être malheureux, de ne pas être heureux. De ne pas être heureux, pardon, vous savez ce que dit Flaubert qui est si juste, ce terrible petit mot, bonheur, qui fit couler tant de larmes. Beaucoup de gens souffrent de n'être pas heureux. Moi je propose qu'on inverse la perspective. Plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, soyons plutôt heureux de n'être pas malheureux. Il est très convaincant. Alors Pierre Arditi, vous qui êtes un acteur engagé et heureux,
J'ai envie de vous poser comme première question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'obscène là, comme ça à parler, alors que la France est en pleine sinistrose, de l'injonction du bonheur? Mais il n'y a pas d'injonction du bonheur. Moi, je ne crois pas d'abord à cette obligation du bonheur. Je n'y crois pas parce que c'est une démarche qui est fausse. Chercher le bonheur, vous allez rigoler, mais c'est un peu comme quand on chine un meuble ou un objet et qu'on va au marché aux puces le samedi matin, parce qu'on a découvert dans son appartement qu'il manquait tel meuble de telle dimension pour le coller à côté du canapé ou au-dessus d'un mur, je ne sais pas, peu importe. Si vous décidez que vous allez chercher cet objet, vous pouvez être tranquille, vous ne le trouverez jamais, et en tout cas pas ce jour-là. Le bonheur, pardonnez-moi, pour moi, c'est exactement la même chose, et je ne crois pas au bonheur, AU, mais je crois au bonheur, AUX, comme le disait Colette. Elle disait, je ne sais pas si le bonheur existe, mais ce que je sais, c'est qu'il existe des bonheurs. Et je vais vous raconter une petite histoire, moi aussi, mais ce n'est pas une histoire de philosophe, c'est une histoire d'acteur, c'est normal, c'est mon univers. À une certaine époque, Jane Birkin a tourné un très beau film qui s'appelait La Pirate de Jacques Doyon. Et à un moment donné, au bord d'une piscine, le personnage devait se déchirer. Et Doyon est un metteur en scène très intéressant qui fait beaucoup de prises. Et quand on fait beaucoup de prises, les acteurs se fatiguent. Parce que 2, 3, 4 fois, on jette les choses, puis au bout d'un moment, l'âme commence à s'abîmer, elle s'irrite, on fait de l'eczéma, une sorte d'eczéma, on gratte le bouton parce qu'apparemment, c'est à ça qu'il faudrait que ça serve. Et puis à un moment donné, à force de l'avoir gratté, quand même, au bout de 20 ou de 30 prises, et après s'être bien amoché et bien abîmé, on finit par obtenir ce que le metteur en scène, Deus Ex Machina, a décidé d'obtenir de vous. Et à ce moment-là, je me souviens très bien qu'elle avait dit, j'étais dans un état de ravagement absolument total, et en même temps, à l'intérieur de cette destruction personnelle dont j'étais la seule responsable, surnageait quelque chose qui ressemblait au bonheur, et à quel bonheur? À celui d'avoir fait ce qu'on m'avait demandé, d'avoir été ce qu'on m'avait demandé d'être, de vivre et d'incarner. Donc le bonheur, cette image d'épinal du bonheur qui fait que tout serait absolument souriant, non. Le bonheur peut exister à l'intérieur de quelque chose qui est apparemment beaucoup plus noir, beaucoup plus torturé. Et je ne crois pas non plus à ce que j'appelle moi, cette espèce de manie de la garantie de l'emploi de quelque chose. Un acteur, c'est quelqu'un qui fait un métier à haut risque. Il n'y a pas de garantie de l'emploi, je suis désolé. Je sais bien que ça ne plaît pas à un certain nombre de mes collègues. C'est comme ça. On n'imagine pas Picasso aller aux Acédiques pour voir ce qu'il faisait entre deux toiles. Il n'a pas eu besoin parce qu'il a très vite gagné sa vie. Enfin, peu importe. C'est un métier dont l'essence même est de naviguer avec bonheur, malheur, appelons ça comme vous voulez, avec l'âme humaine, avec la sienne, puisque le premier matériau de l'acteur, c'est sa vie, et d'une manière encore plus précise, aussi celle des autres. Tout ça est mélangé. Et ce melting pot, cette espèce de mayonnaise humaine qu'on passe notre temps à triturer avec un fouet et un bol, je vous dis ça à vous puisque nous on aime bien la cuisine, à un moment donné, par moment, on touche à quelque chose qu'on pourrait appeler le bonheur. Comment le définir? Quand je vous entends parler tous les quatre, aucun d'entre vous ne dit la même chose du bonheur. Et moi-même, je ne vais pas dire la même chose que vous. Donc au fond, tous autant que nous sommes ici, la seule règle que nous pouvons nous recommander et ne pas nous imposer, c'est de nous dire qu'à un moment donné, quand quelque chose semble nous faire du bien, être bien pour nous, au milieu d'un océan de larmes qui serait celui de la France, et qu'elle a tort d'avoir, même si elle a des difficultés, ne laissons pas passer cette petite étincelle, car le bonheur, c'est sans doute quelque chose comme ça, et rien d'autre. Alors, Pierre Arditi n'est pas seulement acteur, il est aussi philosophe. Non, on va poursuivre maintenant avec cette question toute simple. Une vie heureuse est-elle une vie de plaisir? Pendant que le grand Aldo Naouri, spécialiste national et mondial des relations interfamiliales, nous rejoint, Alexandre Gamelin va nous parler justement de ce couple, bonheur, plaisir, à sa façon. On regarde. Rêvons un peu. C'est peut-être ça le bonheur. Tu m'as manqué. Ou ça. Ou alors ça. Ah oui, mais avec un petit peu de ça aussi. Eh bien, redescendez sur Terre, le bonheur, ce serait plutôt ça. C'est ce petit bonheur que j'avais ramassé. Tout simplement parce que le bonheur est un état qui est censé s'inscrire dans la durée, alors que les plaisirs correspondent au bref soulagement lié à la satisfaction d'un désir. Aussi bref et aussi illusoire que le bien-être du drogué qui trouve sa dose et peut provisoirement ne plus ressentir de manque. Vous déprimez, du coup vous allez faire les soldes,
Du coup, vous n'allez pas du tout mieux, mais vous êtes fauché. Et vous aviez quoi comme projet? Du coup, vous déprimez. Du coup, vous allez faire les soldes. C'est sans fin. Et vous aviez quoi comme projet? Les pauvres rêvent d'être riches pour pouvoir s'offrir les plaisirs qui leur sont interdits. Est-ce que je loue un hélicoptère pour aller à Monte-Carlo faire un golf? Ou un jet peut-être pour aller aux Seychelles me baigner? Les riches veulent l'être encore plus et ont peur de tout perdre. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier! On m'a dérobé mon argent. Dans tous les cas, le bonheur n'est pas au rendez-vous. Au fond, se nourrir à sa faim, boire, respirer et s'en contenter, c'est peut-être ça la clé du bonheur. En même temps, vu comme ça, le bonheur est une chose assez triste. Ça donnerait presque envie de préférer un désespoir joyeux à une morne béatitude. Alors, à ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez les grandes questions mensuelles philosophiques consacrées au bonheur. Oui, parce que pendant que la France est en crise, nous ici, là, on va parler du bonheur. Avec vous, expert, Aldo Naori, vous publiez Prendre la vie à pleine main. C'est un livre paru aux éditions du Jacob, des entretiens avec Émilie Lanaise. Et ben, je vais vous poser tout simplement la question, vous qui êtes un pédiatre de renommée mondiale. Est-ce qu'une vie heureuse est une vie de plaisir? Ah, certainement pas. Ah, j'étais sûr de la réponse. Certainement pas. Si tant est qu'éventuellement la définition, c'est une vie de plaisir sera une vie heureuse, certainement pas. Je veux dire que le bonheur et l'hédonisme sont des choses totalement différentes. Alors, dans ce livre, justement, là, vous faites le procès, disons, de ce qu'on peut appeler la pensée 68, c'est-à-dire de la jouissance. Voilà. C'est... Oui, j'en fais le procès ouvertement et de façon radicale et violente même. Oui. Parce que ça a conduit à des situations qui sont tout à fait préoccupantes. Mais lesquelles? Est-ce que vous pouvez développer? Eh bien, on a vu par exemple se développer, moi en tant que pédiatre, j'ai vu, si vous voulez, changer complètement le comportement des enfants par rapport au début de ma carrière. C'est-à-dire que ces enfants-là, on a une date, pratiquement les dates des années 70, les enfants sont devenus des tyrans, petit à petit, et ils sont devenus de plus en plus. Ils veulent tout de suite. Ils veulent tout de suite, et non seulement ils veulent tout de suite, mais les parents estiment qu'il faut leur donner tout. Précisément parce qu'ils pensent que la satisfaction de la demande va être la source du bonheur de l'enfant. C'est-à-dire que le plaisir sera le bonheur. Voilà, le plaisir sera le bonheur. Il y a une confusion considérable. Et on a vu également éclore une pathologie tout à fait nouvelle qui n'a jamais existé auparavant. C'est la pathologie des enfants hyperactifs. Et ces enfants hyperactifs ne sont pas sortis comme ça par hasard. On a vu, si vous voulez, les pathologies organiques disparaître sous l'effet de la médecine, mais on a vu des pathologies comportementales éclore de façon épidémique. Alors, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que les gens viennent en disant, écoutez, je ne peux plus le tenir, je lui dis quelque chose, il n'y a pas moyen de le faire, il s'agite, il rejame pour tout, il faut voir un petit peu comment j'ai honte dans les grands magasins quand il se roule par terre parce que je lui refuse quelque chose, etc. etc. Je veux dire que on a là quelque chose qui m'a fait d'ailleurs écrire sur ce sujet d'autres ouvrages. Et c'est cette confusion qui est née du fait que les mots d'ordre de 68 que je retiens comme étant particulièrement nocifs a été il est interdit d'interdire, d'accord, jouir sans entrave, n'est-ce pas, et tout de suite. Alors vous c'est l'autorité, hein, vous plaidez pour l'autorité, peut-être même pour la vieille paire de baffes. Non, ne me résumons pas à l'autorité. Je veux dire que je m'en explique encore une fois dans cet ouvrage. Je veux dire que j'explique que construire un individu, c'est lui apprendre à être frustré. Et le mot frustration, aujourd'hui, est un barbarisme. Parce que, précisément, on a mis en place une sorte d'apologie, justement, du plaisir. Et alors qu'on sait très bien que, de toutes les façons, on ne peut pas se construire avec ça comme guide. Ça fait partie, si vous voulez, Alors, évidemment, l'autorité est là pour pouvoir, éventuellement, administrer la frustration. Mais un individu qui n'est pas frustré est un individu qui n'a pas été enseigné à la frustration, est un individu qui est absolument impossible à vivre.
pour son voisinage. Alors, vous pensez donc que le bonheur est quelque chose de difficile dans une société qui est marquée principalement, vous le dites, par la sollicitude et la narcissisation à outrance, hein, c'est ça? Oui, et il y a là une forme de confusion autour du terme, et en même temps, la manière dont on le promeut, dont on dit que c'est vraiment une finalité, me paraît être une erreur. Et je me souviens, étant adolescent, avoir noté une phrase de Chateaubriand qui m'a paru absolument lumineuse, et qui, d'ailleurs, en gros, dit tout ce que je viens d'entendre dire autour du bonheur. Chateaubriand dit: le bonheur est une boule qui roule, après laquelle on court et qu'on pousse du pied quand on l'a. Et je trouve ça extrêmement joli parce que, justement, qu'est-ce que c'est qu'une existence humaine? Et ça, la psychanalyse nous l'apprend, c'est la recherche de l'objet perdu. Sauf que on ne sait pas ce que c'est que cet objet, on ne sait pas où il est, on ne sait pas à quel moment on l'a perdu, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est constitué, mais on va œuvrer toute son existence à cette recherche. Et de temps en temps, quand on a le sentiment qu'on approche de quelque chose de cet ordre-là, on est envahi d'un sentiment que l'on peut appeler bonheur. Mais j'aime beaucoup, moi, la définition qu'a donnée M. Comte-Sponville, qu'il y a déjà du bonheur à ne pas être dans le malheur. Alors, je crois que vous avez énervé un peu Vincent Cespedes. Non, pas du tout. J'ai cru sentir. Mais c'est quand même une philosophie de triste cire. Définir le bonheur en disant « je suis pas malheureux, tout va bien », c'est pour moi la définition de la médiocrité au sens presque de moyenne. Voilà. Ni trop heureux, parce que c'est quand même dangereux d'être heureux, il faudra en parler. Il y a beaucoup de gens qui se disent en carence de bonheur et qui finalement ne veulent pas être heureux. Parce que vous faites un contresens total sur 68. J'ai étudié mai 68, je suis un enfant de mai 68. Il est interdit d'interdire. C'est pas il ne faut pas interdire quelque chose à un enfant. C'est qu'il est interdit d'interdire. La phrase elle-même pose une interdiction. Je t'interdis d'interdire. Donc c'est philosophique. Ça veut dire, qui es-tu pour m'interdire? Donne-moi ta légitimité pour m'interdire. Oui. C'est une réflexion philosophique sur la notion du tu-dois, de l'interdiction. Et mai 68 est totalement à l'opposé de ce que vous décrivez. C'est pas du tout une apologie de la consommation, du plaisir tout le temps. Ça, c'est la récupération mercantile de mai 68. Mais attendez, mais oui. c'est bien là où précisément il faut savoir à qui s'adressent les messages. Tout le monde n'a pas votre capacité d'analyser au-delà des mots. Intelligents à l'époque. Laissez juste répondre à Lonary, vous répondra pas. Votre développement et ce que vous en faites, c'est précisément ce que vous en faites à partir d'une réflexion qui a nécessité pour vous quantité. Mais si. Jouer sans entrave, ça veut dire sans entrave religieuse, sans carcan, sans une morale étriquée qui empêche la jouissance. Il faut savoir comment c'est entendu par vulgum pecus. Jouir sans entrave et sans carotte. Donc on voit qu'il y a de l'humour dans ces slogans. Mais il faut savoir comment c'est entendu par le vulgum pecus, c'est-à-dire la personne qui reçoit le message et qui n'a pas les capacités que vous avez pour pouvoir éventuellement les rapporter à quelque chose l'homme de la rue, il est intelligent, l'homme de la rue. C'est des messages adressés qui sont anticapitalistes et anti-consommation, mais peu importe. Mais qu'il soit de cet ordre-là, ouais. Je ne nie pas le fait, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf il faut voir un petit peu ce qu'il en a été dans les conséquences. C'est-à-dire que c'est venu dans quelque chose qui consiste éventuellement à dire « Ah mais... je ne vais pas lui dire non, il ne va pas m'aimer. Je ne vais pas faire ceci. Il faut voir un peu les effets s'arrête aux années 70. Il faut voir que ça a avec la récupération des psys et des pédopsychiatres d'ailleurs sur ce mouvement. Mais non, pas dit. Je suis pas psy, moi je suis pédiatre. Oui, bah, c'est pareil. C'est des donneurs de leçons de comment tu dois élever tes gosses. Mais 68, c'est tout sauf ça. Mais 68, il y a une volonté de rendre l'enfant créateur, artiste. Il y a des préoccupations sur l'environnement. Mais bien entendu, il est tellement créateur et artiste que justement. Non, il est consommateur aujourd'hui. Vous avez raison, mais c'est pas mai 68 qui l'a rendu consommateur. C'est la récupération du capitalisme qu'a fait de la pensée 68. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec vous sur la récupération du capitalisme. Le capitalisme a pris le relais pour pouvoir éventuellement traduire ce que vous mettez au sens le plus noble du terme de la manière la plus triviale qui soit par rapport au public. Oui, aujourd'hui, c'est l'individualisme utilitariste, c'est le narcissisme dans lequel on est, où l'individu est sa propre norme. Qui a pris son point de départ là. Là-dessus, j'ai un point de vue un peu entre vous deux. C'est-à-dire, je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a quand même quelque chose dans mai 68 qui me paraît illusoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de libérateur par rapport aux normes extérieures, aux moules extérieurs. La morale, on a envie qu'elle vienne de nous-mêmes et pas simplement d'une norme extérieure. Donc ça me paraît plutôt positif. Par contre, je crois que l'absence de toute norme intérieure est dramatique. Et beaucoup d'individus l'ont vécu comme créer sa propre norme, qui est la définition de l'autonomie. Peu de gens l'ont vécu comme ça. Créer sa propre norme. Peu de gens l'ont vécu comme ça. Socialement, c'est un mouvement social. On parle aux gens dans la rue. Ça n'existe pas. Une manière de s'élever en tant qu'enfant de façon
naturel sans qu'il n'y ait aucune espèce d'action de l'environnement. Écoutez, ça donne quoi? Mais l'autorité n'est pas indiscutable. Attends, s'il vous plaît, chacun son tour. Le pédiatre que je suis peut vous dire qu'il a vu des individus, des petits-enfants, par leurs parents, précisément, avoir encore des biberons jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Et continuer de sucer le biberon et avoir des doudous, etc., etc. Parce que si jamais précisément quelque chose n'est pas mis en place pour guider le petit enfant, il va s'élever exactement comme il s'élevait il y a 8 millions d'années. C'est-à-dire que c'est un être de pulsion. Et cet être de pulsion ne peut pas gérer ses pulsions tout seul s'il n'y a pas de répression. Tout à fait. Alors, Géraldine Mühlmann, vous qui êtes mère, comment vous élevez votre enfant? À la Naouri, avec de l'autorité, ou bien vous êtes coulante? Même si je n'étais pas mère, je m'autoriserais à discuter avec Aldo Naouri. Parce que, en tant que pédiatre, vous avez votre expérience clinique, vous mettez le doigt sur un certain nombre de phénomènes de manque d'autorité parentale, et donc, pour le dire avec les mots peut-être de la psychanalyse, la toute-puissance infantile qui génère de l'angoisse, à commencer par l'enfant lui-même. Absolument. Mais tout de même, si vous êtes, dès que vous parlez de psychanalyse, moi je suis désolée, je trouve que c'est illégitime ce que vous dites. Quand on regarde les textes de Freud au départ, ceux des années 20 en particulier, L'avenir d'une illusion, Malaise dans la culture, il est évident qu'il y a une charge très profonde, et pourtant Freud était assez conservateur, mais une charge très grave contre l'autoritarisme de l'époque. Et si vous parlez de la manière dont on élève les enfants aujourd'hui, il faut rappeler comment on les élevait du temps de Freud, et ce qu'il a pu voir, notamment sur les filles, dans la bourgeoisie viennoise de son temps. Vous avez parfaitement et raison, je voudrais quand même dire totalement. que pour ce qui est des angoisses infantiles, je suis désolée, elles ne naissent pas de 68, elles existaient avant, Freud en parlait déjà avant. Oui. Et pour lui, il y avait au moins autant d'angoisse générée par trop d'autorité que par trop peu d'autorité. Voilà. Et les deux éléments existent dans la littérature. Il en vient même à dire qu'en ce qui concerne la sexualité, le mélange d'une bourgeoisie avec ses normes, plus d'une religion hyperpuissance à son époque, a créé une atrophie sexuelle. Vous ne m'apprenez rien, je suis d'accord avec tout ce que vous dites et toutes vos remarques. Et c'est là que je regarde. Attendez, je finis juste là-dessus. Sur 68, il y a peut-être tous les défauts que vous dites, mais en ce qui concerne l'écoute de la souffrance infantile, l'écoute des angoisses des enfants, et notamment la sexualité des enfants, je ne comprends pas que vous n'ayez pas au moins le minimum de décence pour avoir cette reconnaissance, que ça a été un moment d'écoute et de réflexion sur l'enfant dont nous portons encore les fruits, et pas que des fruits négatifs, des fruits très positifs. Nous les regardons autrement, c'est plus simple. Je peux vous répondre. Quand vous relevez tout ce que Freud a dit, vous utilisez un terme qui est un terme profondément condamnable. Autoritarisme. Je n'ai jamais prôné l'autoritarisme. J'ai toujours dit, de façon très imagée, la vie est une forme de pont que l'on traverse au-dessus du vide avec un bandeau sur les yeux. Et l'enfant est mis dans cette position. Si jamais il part de quelque façon que ce soit, s'il n'y a pas de parapet, il va être saisi d'une angoisse à vivre absolument considérable et ce sera extrêmement difficile pour lui d'avancer. Mettez simplement des parapets. Il les rencontrera. Pour qu'il soit heureux, il faut lui mettre des parapets. Pour qu'il apprenne à se construire en trouvant des repères, il faut lui mettre simplement des parapets. Vous permettez, ça n'a rien à voir avec l'autoritarisme. Ça, c'est précisément la manière de poser des limites. Des règles. Des limites à l'enfant, à ce qui est justement son univers pulsionnel qu'il ne sait pas gérer tout seul. Et ces limites-là ont absolument besoin d'être posées par les parents. Il n'y a pas de possibilité que ces limites interviennent ou surviennent à partir du moment où on confie cet enfant-là à un psy et que ce psy va l'écouter. C'est-à-dire que le psy, quand il va écouter un enfant sans limite, va à un moment ou à un autre lui rappeler l'existence des limites. Mais si cette existence n'est pas rappelée, est rappelée uniquement par le psy, ça ne marchera pas. Il faut impérativement qu'il y ait dans l'échange de l'enfant et de son parent quelque chose qui consiste à dire j'accepte la limite et c'est comme ça que je gagnerai ton amour. Vous ne me répondez pas tout de même sur les excès de l'autorité. La psychanalyse est née aussi de là, de la dénonciation de ces excès. Je vous rejoins dans la condamnation de l'excès d'autorité. Je dis que entre condamner l'excès d'autorité et décider de ne pas être autoritaire, ça c'est dramatique. Tout le monde est d'accord avec vous là-dessus. C'est tout. Et c'est tout ce que je rappelle. Moi, je suis un peu surpris de
on fait un débat sur le bonheur et on parle un quart d'heure de mai 68. Alors ça, c'est quand même... Je pense qu'il n'y a qu'en France que ça se parle sur 45 ans après, alors que ce n'est pas le sujet. Parce que et puis un débat sur l'autorité... C'est quand même le sujet, oui. Et sur la façon d'élever nos enfants. Le plaisir. Voilà, ça dit quelque chose d'important, c'est qu'au fond, la façon d'élever nos enfants, c'est bien plus important pour nous tous que le fait d'être heureux ou pas. Et je rebondirai sur une des remarques du docteur Naouri avec laquelle je suis d'accord. Le bonheur, c'est pas le plaisir. Le bonheur, c'est le lieu d'une joie possible. Il y a des bonheurs, il y a des plaisirs sans joie, il y a de tristes plaisirs. C'est pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est la possibilité de la joie. Et le plaisir, en effet, ne peut pas y suffire. Mais surtout, ce qu'il y a au fond dans... Alors, on va pas repartir de 68, mais cette quête du bonheur perpétuel. Moi, j'ai envie de dire, quand on m'interroge sur le bonheur, j'ai envie de répondre maintenant aux gens, écoutez, il y a des sujets plus importants. La justice, le travail, l'amour, comment élever nos enfants. Vous savez ce que dit très joliment Alain, le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Courir après le bonheur, c'est aussi ce que disait Pierre Arditi, c'est comme chercher un meuble unique qui n'existe en vérité nulle part. Combattre le malheur, ça c'est un véritable combat. Combat politique, combat personnel. Et puis le bonheur viendra s'il vient par surcroît. Voilà, et donc il est très révélateur que notre débat parte à côté, c'est qu'au fond, le bonheur, encore une fois, mis à part que c'est le contraire du malheur, personne ne sait exactement ce que c'est. Il y a des choses plus importantes. Le plaisir en fait partie, parce que malgré tout, le plaisir, c'est mieux que la souffrance. La joie en fait partie. Le travail, la justice, l'amour en font partie. La façon d'élever nos enfants aussi. Alors, il y a quelque chose qui empêche le bonheur. Là, je vais donner la parole au philosophe et acteur Pierre Arditi. Quelque chose qui empêche le bonheur, c'est quand même le malheur des autres, non ? Bah, si on a décidé de ne pas être trop irresponsable du monde dans lequel on vit, forcément, ça empêche d'être tout à fait heureux. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Mais enfin, après, il y a tous les degrés dans cette démarche-là. Il y a des gens qui consacrent leur vie à faire que les autres soient moins malheureux. Et il y a des gens qui s'en désolent, comme moi, et qui de temps en temps lèvent le petit doigt, l'ongle du petit doigt gauche en disant « si je peux faire ça, je fais ça », puis ensuite je repasse à autre chose et je repars à ma propre vie, quitte à être taxé de narcissisme, puisque c'est aussi un de mes matériaux de travail, le narcissisme. Excusez-moi, je suis désolé, mais moi je suis obligé de m'en servir. Je vous dis, j'étais très intéressé par ce qu'a raconté le docteur Naouri, qui était toujours très intéressant, avec lequel je suis pratiquement d'accord sur pratiquement tout, parce qu'il n'y a pas une volonté d'excès d'autoritarisme, mais il y a qu'à un moment donné, je crois, moi, qu'un enfant ne peut pas être redevable à un parent quand ce parent ne tape pas par moment du poing sur la table pour lui faire comprendre que les fameux parapets en question qui lui permettront d'accéder à lui-même sont absolument indispensables et que la première victime de ce non-parapet sera l'enfant lui-même. Je pense que c'est une éducation des parents aujourd'hui qu'il faut faire et plus une éducation des enfants, que les enfants ils sont élevés, puis moi j'ai été très bien élevé, j'ai eu de la chance, j'ai eu du bol, bon très bien, tant mieux pour moi, voilà. Moi je garde, mais est-ce que je suis tout à fait objectif? Non, je ne suis pas un enfant de mai 68, je suis un homme jeune de mai 68, j'avais 24 ans à l'époque, et cette période représente pour moi quelque chose de très important que je n'ai jamais effacé de ma mémoire, même si aujourd'hui je peux considérer qu'un certain nombre de ces slogans sont à géométrie variable. Je suis un peu d'accord avec vous et aussi un peu d'accord avec vous. Il y en a un d'ailleurs très joli que tout le monde a oublié et qu'on pourrait ressortir, qui est le suivant: la démocratie, c'est comme le camembert, quand elle est trop avancée, elle coule. Voilà. Là, vous pouvez la remettre dans la poche. Voilà. Donc, je crois à ça. Je crois, comme Rousseau, que de temps en temps, il faut laver les enfants à l'eau froide parce que sinon, ils perdent la notion de ce que c'est que la volonté. À un moment donné, le fameux bonheur en question, le malheur peut procéder de l'humeur, le bonheur procède de la volonté. Je crois à ça, personnellement. Mais je suis en désaccord, pour le moment en tout cas, avec personne parce que c'est... Voilà, l'un des bonheurs, par exemple, de cet instant, c'est que moi qui ai une culture bien plus minuscule que tous les gens qui sont ici, je me nourris de la leur, je me nourris de ce qu'ils racontent, de leurs sentiments, et ce qu'ils me donnent sans le savoir, je le mets dans ma poche, et je le garderai jusqu'au moment où j'aurai cessé de faire du bruit. Voilà. Alors... Oui, tout en offrant du bonheur aux téléspectateurs. Alors, tiens, une petite citation des pensées gourmandes que j'ai envie de faire, c'est une citation du gastronome Lareynière. Elle va jeter un froid d'ailleurs, mais j'adore. J'ai beaucoup ri en la lisant. Le grand point, c'est de manger chaud, proprement et beaucoup. Cédric Lenoir. Vous allez peut-être justement pas être d'accord avec ce que je vais dire maintenant, parce que je trouve qu'on a évacué un peu de débat
encore, je pense qu'on a évacué un peu vite la question fondamentale pour les philosophes de l'Antiquité de la possibilité d'un bonheur durable. C'est-à-dire, c'est ça même la définition du bonheur pour les anciens ça, par rapport au plaisir. Oui, c'est Épicure. Malgré les maladies. C'est les stoïciens. Malgré les maladies de la pierre. Voilà, et c'est le bouddhisme. Et c'est le bouddhisme. C'est-à-dire la recherche d'un bonheur définitif, durable. Or, on a tous dit, ben non, ça n'existe pas vraiment, on est dans des bonheurs, on est dans des choses provisoires. Et est-ce que c'est souhaitable? Alors maintenant, je voudrais simplement dire ce que disent ces gens. Ça ne veut pas dire, c'est quelque chose qui est très dur à vivre à mon avis. Mais est-ce que c'est impossible? Ce qu'ils disent, c'est que tant qu'on reste dans la loi de l'attraction et de la répulsion, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas, je prends ce qui me convient, je rejette ce qui me convient pas, on sera toujours dans de la souffrance et du malheur. Parce qu'il y a toujours des événements extérieurs qui sont malheureux, il y a toujours des problèmes de santé qu'on peut avoir, on peut être abandonné par des gens qui nous aiment, il peut toujours nous arriver des tuiles, et donc si notre bonheur dépend des événements extérieurs, forcément, on connaîtra toujours du malheur. Et ce qu'ils cherchent, c'est la possibilité de sortir finalement pour acquérir de ce cercle vicieux qui fait qu'on dépend des événements agréables ou désagréables qui viennent de l'extérieur, pour avoir un bonheur intérieur qui est stable et qui vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que le bonheur, il est en nous. Il n'est plus à l'extérieur. Il n'est plus dans les événements. Il est en nous dans une capacité de détachement, dans une capacité de lucidité et d'accepter la vie comme elle est. On accepte le bien, on accepte le mal, on accepte des souffrances, mais on accepte les joies, on les vit pleinement et on prend la vie comme elle est. Donc deux conditions du bonheur pour les anciens, dire oui à la vie. Deuxièmement, se détacher pour ne pas être toujours dans le désir, dans l'envie et donc dans la frustration. Et je me pose la question, est-ce que c'est possible? Je n'y arrive pas personnellement parce que c'est un travail très difficile, mais je pense qu'un certain nombre de sages, sans doute, y sont parvenus. Moi, pardonnez-moi, mais je ne crois pas que le détachement soit une chose souhaitable. Se détacher de ce qui appartient à la vie, c'est-à-dire de ce qui nous entoure, de ce qui est, y compris quand ça nous fait du mal, je pense, moi, contrairement à vous, que ça fait aussi partie prenante de ce qu'on peut appeler le bonheur. Pas contrairement. C'est le bonheur de le bonheur de vivre, de saisir de la vie comme un sculpteur prend de la terre glaise et qu'il fait naître l'image dont il a rêvé. Moi, à un moment donné, sculptant la vie à travers mon métier et à travers ma vie tout court, mes relations, les gens que je croise, je ne peux pas me dire que si je me détache d'eux, ça ne me fera pas de mal, donc c'est pas grave. Comme ça, je passe au travers de tout. Vivre, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer à tout ce qui reste. Ça ne veut pas dire renoncer à tout. Renoncer à ce qu'on n'a pas décidé d'avoir ou d'être. C'est pas moi qui dis ça, c'est Gide. C'est une très belle phrase. Moi, je vais faire une autre citation de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux disait « Je choisis tout ». C'est une belle phrase aussi. Très belle. Je choisis tout. Elle a raison. André Consponville. Ce que Frédéric Lenoir décrit comme condition du bonheur, au fond, c'est la sagesse. Et il ajoute, et je ne suis pas un sage, et aucun d'entre nous ne prétend être un sage. Et la plupart des anciens ne prétendaient pas être des sages. Les stoïciens se disaient, peut-être qu'aucun vrai sage n'a jamais existé. Alors il est vrai qu'Épicure prétendait être heureux, y compris dans la pire souffrance, même sous la torture, disait-il. À quoi Aristote répondait avec son génial bon sens que vouloir être heureux sous la torture, c'est parler pour ne rien dire. Ça n'est pas le réel que nous vivons. Alors peut-être qu'il y a, méchants entre eux, c'est comme autour de ce plateau, des sages surdoués, mais ça n'est pas la question. La difficulté, pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut être heureux quand il y a de la souffrance autour de nous? Là aussi, Aristote se pose la question dans l'Éthique à Nicomaque. Pour être heureux, dit-il, il faut bien sûr que tout aille à peu près bien pour moi. Je ne peux pas être heureux sous la torture. Mais je ne peux pas être heureux non plus si on torture mon fils, mes amis. Et en même temps, il faut s'arrêter quelque part. Aristote répond, voilà, on s'arrête à la cité. Autrement dit, pour être heureux, Aristote avait besoin que tout aille à peu près bien pour lui, ses proches et pour Athènes. Sauf que notre cité aujourd'hui, c'est pas Athènes, c'est le monde. Parce que du fait des médias, de la télévision, nous sommes informés en direct des pires atrocités dans le monde. Et donc, on ne peut plus s'arrêter quelque part, malheureusement. Et donc, quelque chose de notre bonheur est forcément assombri, relativisé par là. Parce qu'il y a trop de souffrance dans le monde. Et donc, il faut accepter un bonheur moindre. Un bonheur pour ceux qui ne sont pas des sages. Et ça, c'est la sagesse de Montaigne. C'est justement parce que Montaigne n'est pas un sage qu'il invente la seule vraie sagesse, la seule qui me touche et qui m'éclaire, qui n'est pas l'amour du bonheur, qui est l'amour de la vie. Parce que, encore une fois, arrêtons avec le bonheur. La sagesse, c'est pas d'aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La sagesse, ça n'est même pas d'aimer la sagesse. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. La sagesse, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est, heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr aucune vie n'est jamais ni heureuse ni sage complètement. Eh bien cette sagesse de second rang, cette sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, la sagesse de Montaigne, c'est celle dont nous sommes capables. Et quand tout va à peu près bien, quand on n'est pas dans le malheur, quand la joie vient, s'en va, revient,
on se dit, ben voilà, le bonheur, c'est pas un absolu. Mais encore une fois, qu'est-ce que c'est bon? Et quand on a été vraiment malheureux, on sait par différence qu'il faut profiter de ces moments où la joie est possible, où la joie est parfois réelle, et arrêter de rêver à je ne sais quel bonheur absolu que nous n'atteindrons jamais et qui nous sépare en vérité du seul vrai bonheur. On a abouti à la formule de Woody Allen, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Ouais. Maintenant qu'il ne l'est pas, qu'est-ce que je serais heureux si j'étais un sage? Mais je ne suis pas un sage. Apprenons à vivre le bonheur tel qu'il est, c'est-à-dire à aimer la vie telle qu'elle est. C'est pour ça que j'ai appelé mon ouvrage « Prendre la vie à pleine main ». Voilà. Le docteur Naouri, il pourrait peut-être nous répondre quand même à cette question, parce que je comprends très bien votre discours, disons, relativiste, et en même temps, dans votre cabinet, vous avez vu défiler sans arrêt des gens qui étaient heureux et des gens qui étaient malheureux. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Dans les mêmes conditions? Ce ne sont jamais les mêmes conditions. Ce ne sont jamais les mêmes conditions. Même quand dans une famille on a 5 enfants, on n'a pas 5 enfants, on a 5 fois un enfant unique. Et à chaque enfant est assigné un statut à partir du côté de sa mère comme du côté de son père, qui a absolument à voir avec l'inscription de cet enfant dans l'histoire de chacun des deux individus. Et il arrive quelquefois que précisément cette histoire intervienne dans le cours de sa transmission en portant avec elle quelque chose de très lourd, dont l'enfant, éventuellement, va faire un symptôme. Et c'est bien la raison pour laquelle, et j'insiste beaucoup à l'intérieur des explications que je donne, que le pédiatre que je suis ne s'est jamais intéressé aux enfants, il s'est toujours intéressé aux enfants qui ont été les parents de l'enfant. Et c'est à partir de cette histoire-là qu'on peut éventuellement permettre que se construire quelque chose que je dirais de mesuré, pour ne pas dire de raisonnable, parce qu'on n'a pas toujours accès à un effet de raison. Mais à partir du moment où on intervient sur ce mode-là et qu'on arrive à remonter dans la chaîne historique ce qui fait le symptôme de l'enfant, on voit ce symptôme disparaître, parce que du côté du parent, ce qui restait douloureux et comme une épine dans son pied du côté de son enfance a aussi été résolu. Alors, on va continuer en se demandant si le bonheur n'est pas une marchandise comme les autres. Tandis que l'historien Fabrice d'Almeida nous rejoint, Alexandre Gamelin, notre philosophe maison, va nous faire part de ses réflexions en images, à sa façon. On regarde. La quête du bonheur, c'est un marché très porteur. Tu trouveras dans ce livre paix et réconfort. Achète. Alors que, sondage après sondage, le moral des Français est de plus en plus bas. Non mais je comprends que vous ayez envie d'en parler à quelqu'un, mais... Non, je suis désolé, nous, on n'a pas été formés pour ça. Hein. Jamais le marché du bien-être ne s'est aussi bien porté. Coaching, massage, feng shui, mésothérapie, vibrothérapie, soins esthétiques, bien-être par les pierres, et pourquoi pas par les poireaux. Gloire aux poireaux! Et mine de rien, cette petite affaire prospère. D'après l'INSEE, avec près de 40 milliards de chiffre d'affaires, le marché du bien-être a dépassé celui de la mode, de l'aéronautique et est comparable au marché de l'industrie pharmaceutique. Comme si notre impossibilité à atteindre le bonheur était devenue une chose si scandaleuse qu'il fallait à tout prix consommer pour atteindre ce nouvel impératif catégorique de la société, sois heureux et tais-toi. Reste un problème, c'est qu'en dépit de ce marché florissant, le moral des Français est toujours aussi bas. Fascinant, vraiment fascinant. Visiblement, le bien-être ne fait pas le bonheur. Voyez ? Et en même temps, si les nouveaux produits miracles de ces charlatans modernes fonctionnaient, les Français seraient heureux, donc ils n'auraient plus besoin de consommer du bien-être. Le pendule reste étonnamment fixe, comme s'il ne voulait pas nous dire quelque chose. Ou plutôt, comme si, justement, il voulait nous dire quelque chose. Le malheur de nos contemporains fait apparemment le bonheur des marchands de bonheur. Fascinant. Merci Alexandre. À ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez les grandes questions mensuelles philosophiques consacrées ce mois-ci au bonheur. Oui, pendant que la France est triste, comme dit l'autre, nous parlons du bonheur avec un deuxième expert, après Aldo Naouri, l'historien Fabrice d'Almeida, qui publie un livre avec le regretté Anthony Rollet, Quand l'histoire nous prend par les sentiments, aux éditions Odile Jacob. Alors, après ces images qu'on a vues commentées par Alexandre Gamelin,
Est-ce qu'on ne peut pas penser quand même que le bonheur aujourd'hui est devenu une marchandise? Il y a une partie bien-être, c'est évident. Mais la question, c'est de savoir si... Parce que comme historien, en vous écoutant depuis tout à l'heure, j'étais très frappé. Il y a une dimension très individuelle, très personnelle. Or, l'historien, il regarde ça d'abord avec le social, d'abord avec le collectif. C'est-à-dire que le bonheur, je le pense d'abord comme des conditions sociales, économiques, politiques à un moment donné. Et c'est clair que dans mon esprit, le bonheur, il naît avec le moment où il y a des politiques de bonheur qui se mettent en place. Ça peut être quand les Américains, en 1776, dans la Déclaration d'indépendance, disent qu'il y a un droit à la poursuite du bonheur. Ça peut être quand les révolutionnaires français, en 1789-93, disent, voilà, il y a une idée neuve en Europe, le bonheur. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le bonheur, d'abord, ça commence par la liberté. Donc ils l'opposent à un moment où qui pouvait pas du tout être un âge du bonheur, qui était le moment où on avait des sociétés aristocratiques. Et il est long ce moment, parce que l'Athènes dont on parlait avec Socrate ou Aristote, les Macédoniens, ce sont des sociétés aristocratiques. Et même le christianisme médiéval, qui pourtant a une promesse de bonheur. Alors vous ne l'avez pas évoqué tout à l'heure, mais il a une promesse de bonheur projetée dans l'avenir pour admettre la situation pénible dans laquelle on se trouve. Même eux, ils ont une société aristocratique. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je le conçois. Et c'est pour ça que le marché me paraît, à ce moment-là, une forme d'organisation qui établit des préconditions au bonheur, donc des conditions de richesse, des conditions d'accès à un certain nombre d'objets. Et effectivement, c'est pour ça que la société actuelle est très difficile, puisqu'il y a une ouverture aux objets absolument considérable et par contre des conditions d'accès difficiles. Mais visiblement, nous avons voulu collectivement cet état de fait. Nous avons refusé, par exemple, qu'il y ait, comment dire, une socialisation de l'accès aux biens du marché. Donc qu'on ait un système ou socialiste ou communiste de gestion de ça. Par contre, on a accepté de mettre, à partir de l'entre-deux-guerres, de la fin du 19e siècle, des systèmes d'entraide sociale très importants, parce qu'on a considéré que c'était la condition essentielle au bonheur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de bonheur s'il n'y avait pas une sécurité sociale, s'il n'y avait pas des retraites, les lois sur les retraites qui commencent des années 1880. Donc voilà, ces conditions matérielles nous ont paru essentielles et c'est autour de ça qu'on s'est organisé. Alors les grandes idéologies du XXe siècle ont fait des millions, des dizaines de millions de morts. Hein. Ce sont des chiffres absolument apocalyptiques quand on regarde Mao, Staline, Hitler, etc. Et on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux, sinon on fait leur malheur. C'est exactement ça, parce que je le dis en souriant, mais c'est en même temps quelque chose d'absolument catastrophique et effrayant quand on y pense, c'est que chacun de ces régimes, y compris le régime nazi, on a du mal à y penser aujourd'hui, parce qu'on a en tête la Shoah, le génocide, on a ça en tête, mais le régime nazi prétendait faire un bonheur extrêmement durable, hein, pour faire plaisir à Frédéric Lenoir, un bonheur durable, 1000 ans, hein, pour la population aristocratique qu'il avait choisi. Donc effectivement, les Aryens, les races supérieures, devaient vivre un bonheur, et ils avaient organisé, on l'a oublié ça, mais ils avaient organisé les loisirs avec une association qui s'appelait Kraft durch Freude, la force par la joie. Donc ils pensaient justement vraiment apporter le bonheur par les loisirs, le sport, etc. Alors, question de Huron à l'historien. Est-ce que vous considérez que les Français aujourd'hui sont moins heureux qu'au XXe siècle, au XXe siècle, qui était ravagé par les guerres? C'est une question qu'on peut se poser au moment où la France paraît complètement à la ramasse. C'est une question qui est assez fondamentale, et il y a un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, que j'aime beaucoup, qui a défini le XXe siècle, et notre siècle en particulier, comme celui qui a inventé la dépression. Donc on peut se demander si on est heureux, ou si au contraire, à force d'avoir cette protection, ce substrat qui nous permet disons, de ne pas être complètement à l'abandon, d'avoir un revenu minimum d'insertion, d'avoir une couverture maladie, donc ce qui nous protège peut-être des plus grosses catastrophes humaines. Et puis jusqu'à présent, nous autres Français, nous n'avons pas eu 2 guerres mondiales coup sur coup quand même. 2 guerres mondiales. Différence avec les générations précédentes. Et notamment, et une autre série de guerres qu'on oublie, qui sont les guerres de décolonisation. Donc on a eu beaucoup d'éléments, on va dire, complexants. Il n'y a pas eu que 68, visiblement, pour faire l'idéologie française. Ce qui prouve bien que si le bonheur doit beaucoup aux conditions matérielles, évidemment que plus on peut avoir un minimum de confort matériel, ça nous aide beaucoup. Ce n'est pas lié qu'à ça. Et l'idéologie dans laquelle on est aujourd'hui, consumériste, vendue par la publicité, etc., y compris dans le bien-être, ça a été très bien montré. C'est qu'on nous fait croire qu'il y a effectivement que l'accumulation d'objets, mais là, Frédéric, vous êtes encore dans l'individualisme. Oui, mais vous êtes encore dans la personne. Quand c'est le collectif. Oui, mais c'est l'idéologie collective de notre temps. On n'a plus de grandes idéologies politiques. Elles se sont effondrées. On n'a plus de grandes idéologies religieuses. On a une grande
grande idéologie qui est matérialiste. C'est-à-dire qu'on fera le bonheur des individus en leur donnant de plus en plus de quoi satisfaire finalement leur plaisir. Mais on est toujours dans le plaisir. Et c'est ça le problème. Et donc je pense que là... C'est au-delà de ça. Si. Là, je trouve que quand on met en place un revenu minimum d'insertion, c'est qu'il y a des gens dans la misère. Là, on vit une crise. Non mais Frédéric, on vit une crise. Non mais ce que je veux dire, il faut penser à satisfaire ces besoins-là. À un moment, on réfléchit à des coupures budgétaires. Et des gens malheureux dans des sociétés, et là je parle avec un peu de recul aussi, pas simplement à l'instant présent, dans des sociétés d'abondance. Prenons les 30 Glorieuses, etc. Il y avait déjà des gens malheureux. Alors que quand on va dans d'autres sociétés, qui ont beaucoup moins que nous sur un plan matériel, on voit des gens très heureux. On a tous fait ce constat en voyageant. Ah oui. Il suffit d'aller au Maroc, il suffit d'aller en Inde, il suffit d'aller dans d'autres pays. Comme dit l'autre, la misère est moins pénible au soleil. J'ai cru entendre ça dans une chanson. Ça veut dire aussi que le bonheur n'est pas lié qu'à ce qu'on nous répète toute la journée, c'est-à-dire l'accession à tous nos désirs et nos plaisirs. Ça veut dire aussi qu'on a besoin, essentiellement pour être heureux, d'être relié aux autres, ce que vous disiez tout à l'heure sur la relation, d'être bien relié aux autres, d'être bien relié au monde, au cosmos, d'avoir une conception de se sentir faire partie d'un tout, pas être complètement isolé et déboussolé. Et ça veut dire qu'on a besoin d'être bien relié à soi-même. Voilà des conditions qui me semblent importantes. C'est pas ce qui domine aujourd'hui, effectivement, dans, je dirais, les discours dominants plutôt publicitaires sur le bonheur. Si on prend la publicité, le problème c'est qu'on ne peut pas réduire l'ensemble du discours social de la France ou de l'Europe ou du monde occidental ou du monde entier, on ne peut pas le réduire au discours publicitaire. C'est-à-dire que le discours publicitaire, il a un objectif qui est vendre. Donc si on pense que ça c'est l'idéologie du monde actuel, à mon avis c'est une erreur. Il me semble que dans le même monde dont on parle, il y a, on l'oublie, des sociétés de solidarité, il y a de l'humanitaire, il y a de la générosité. Donc il ne faut pas faire comme si on avait une espèce de caricature idéologique qui dominait tout. C'est un peu ça le problème que j'ai dans cette discussion, c'est que je vois des situations personnelles et je vois une espèce de caricature de la société qui a une complexité beaucoup plus grande. S'il n'y a pas d'une certaine manière la NPE, le débat sur la situation du bonheur me paraît très, très différent. Or, encore une fois, dans une situation de crise, à un moment où on a des options budgétaires, on a une question autour de la fiscalité, payer ses impôts ou pas, essayer d'échapper à ça, eh ben, ça me semble un sujet important à penser ce collectif. André Consponville. C'est vrai que notre propos, depuis le début, porte sur l'individuel plutôt que sur le collectif. Mais c'est qu'il porte sur le bonheur. Et qu'à ma connaissance, il n'y a pas de bonheur collectif. Je ne sais pas ce que c'est qu'une société heureuse. Mais si, le regard historique qui vient de nous être donné. Je sais ce qu'est une société malheureuse. Et là encore, je crois que la fonction vraie de la politique, c'est pas de faire le bonheur des gens, ce qui est un rêve totalitaire et vain. C'est de combattre le malheur. Alors ça, oui, on peut le faire, mais ne comptons pas sur des conditions sociales pour assurer le bonheur de tous. Vous savez ce que disait Primo Levi, qui est tellement frappant? L'endroit du monde où l'on s'est le moins suicidé, c'est Auschwitz. Et donc la dépression occidentale, ça ne veut pas dire qu'on est au fond du trou. Ça veut dire qu'on vit dans une société à bien des égards privilégiée, même s'il y a la crise, bien sûr raison, mais que la difficulté de vie demeure, les angoisses existentielles, la vieillesse, la mort, la perte d'un être cher. Et à ces choses-là, nous sommes confrontés individuellement. Alors, ça n'est pas une raison pour méconnaître le social. Une question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je crois qu'on peut dire trois choses. D'ailleurs, Daniel Cohen, l'économiste, le dit très bien dans son dernier livre. Un, bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, puisque rien ne le fait. Le bonheur n'est pas un fait, c'est un faire. Deux, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la misère peut suffire à faire le malheur. Et donc l'urgence, c'est pas de faire le bonheur des gens, c'est de combattre la misère. Trois, ce qui fait le bonheur, ça n'est pas un certain niveau de richesse. Les économistes ont fait des études en essayant de trouver une corrélation entre tel niveau de revenu et tel niveau de bonheur. Réponse, il n'y a aucune corrélation observable entre tel niveau de richesse et tel niveau de bonheur. L'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur tant qu'on n'en a pas. Attendez, je termine en 2 points. En revanche, il y a une corrélation strictement observable entre tel niveau d'enrichissement et tel niveau de bonheur. Autrement dit, ce qui fait le bonheur, ça n'est pas un niveau de richesse, c'est d'être plus riche aujourd'hui qu'on ne l'était l'an passé. On est plus heureux, nous disent les sociologues, les économistes, quand on gagne 3 000 € par mois, mais qu'on gagnait 2 000 € l'année précédente, que lorsqu'on gagne 4 000 € par mois, si on en gagnait 5 000 ou déjà 4 000 l'année précédente. Et donc là, il y a un piège terrible. C'est que si ce qui fait le bonheur, ce n'est pas un niveau de richesse, mais une augmentation de richesse, par définition, on n'en aura jamais assez. André Consponville, pourquoi vous accrochez-vous à l'économie et ne prenez-vous pas en compte, par exemple, les niveaux de stress? Moi, c'est ça qui me frappe. Quand on parle de bien-être, il y a du matériel, mais il y a aussi une situation de stress. Et curieusement, c'est évacué de votre discours. Or, moi, ma question, elle est là. Je pense qu'on peut avoir une politique anti-stress. Toutes mes idées
idées se tiennent, mais je ne peux pas les annoncer toutes en même temps. Donc j'ai commencé par la recherche. Dernière observation, il y a une corrélation strictement observable. Il y a une corrélation strictement observable entre tel niveau de richesse comparé avec d'autres et tel niveau de bonheur. Autrement dit, je suis plus heureux si je gagne 2 000 € par mois, mais que mon voisin ou mon beauf n'en gagne que 1 500 €, que si je gagne 3 000 € par mois, mais que mon voisin ou mon beauf en gagne 4 000, ce qui en effet est un peu insupportable. Et on retrouve la même idée. Si ce que je veux, c'est pas avoir tel niveau, mais en avoir plus qu'avant et plus que l'autre, je n'en aurai jamais assez. Et c'est là où Frédéric a raison de dire que la vision consumériste nous amène à une impasse et même à une catastrophe, parce que nous savons, dernier problème, que les limites écologiques de la planète ne nous permettent pas d'envisager une croissance indéfinie des biens matériels, ce qui est une raison de stress supplémentaire. Donc il faut quand même des politiques de conditionnement. Aldo Naouri. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre discours, quand vous prenez justement l'historique par rapport au discours que nous avons eu et qui vous paraissait individualiste, c'est que vous faites la démonstration tout à fait parfaite que toutes les fois que la recherche du bonheur a été prise comme idéologie, ça a conduit à des catastrophes. Donc, ça vient conforter ce que chacun de nous a exprimé, à savoir la condamnation de cette recherche du bonheur. En revanche, quand vous reprenez les faits en disant « mais il y a le RSA, il y a ceci, il y a cela », je ne trouve pas que ce soit du côté politique quelque chose qui ressemble à la recherche éperdue du bonheur et à l'instauration d'une idéologie qui le porte, mais beaucoup plus à quelque chose qui limite le malheur. Oui, et qui permet. C'est une question. C'est pas la nuance est très subtile mais extrêmement importante. Non, mais pour moi, la question essentielle, c'est de savoir, comme on l'a vu dans le petit document qu'on a vu tout à l'heure, bonheur et bien-être. C'est deux notions différentes. Mais le bien-être, pour le coup, on peut essayer de l'estimer, comme on le fait pour les animaux, comme on le fait pour un certain nombre de. Voilà, dans quelles conditions sommes-nous dans le bien-être? C'est-à-dire, dans quelles conditions pouvons-nous vivre matériellement correctement? Ça, on peut l'évaluer, avoir un logement, avoir des revenus, pouvoir se nourrir. On en parle là en tant qu'occidentaux. Mais pensez, moi j'ai toujours en tête la politique que Mandela a eue dans les années 90, où il fallait, en Afrique du Sud, d'un coup, permettre au maximum de gens l'accès à de l'eau potable, avoir de quoi avoir un minimum d'hygiène quotidienne. Faut penser à ça. Donc ça, c'est des conditions de bien-être qui sont pour moi des conditions aujourd'hui d'accès au bonheur. Pareil, quand on évoque l'Inde, c'est des conditions très importantes. Donc première condition. Et ensuite, il y a tout un tas de conditions liées au bien-être, liées effectivement à ce que vous disiez, les relations entre les hommes. Le côté politique du bonheur, ça, je vous rejoins complètement sur cette notion que le bonheur, c'est une circulation, c'est pas quelque chose qu'on peut s'accaparer, on est d'accord. C'est une circulation qui a lieu dans l'interrelationnel. Et aujourd'hui, la crise de nos sociétés prospères modernes, c'est que l'interrelationnel est complètement désagrégé. On pourrait mesurer le bonheur social de façon très simple. Le taux de suicide, le taux d'anxiolytiques et d'antidépresseurs consommés. Ce sont des indicateurs. La France, c'est terrible. On est le premier consommateur dans le monde. Mal. Donc, le meilleur combat contre le malheur, c'est des combats qui sont forcément politiques et qui sont forcément qui sortent les gens de l'isolement. Quand moi j'interroge, ma méthodologie, c'était d'interroger les vieux, ceux qui ont plus de 80 ans, 90 ans, sur leur lit, de leur dernier séjour. Et j'ai fait partie d'un comité éthique avec l'hôpital Cochin où on s'interrogeait sur le grand âge. Les petits vieux, qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits vieux français? Ils nous disent, ma vie était pleine de bonheur, ou pas, hein, ils peuvent aussi avoir une vie pleine d'aigreur et de douleur. Ma vie était pleine de bonheur, quand on interroge cela, pourquoi? Dis-nous la solution. Parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Le bonheur, c'est la qualité des rencontres. Et aujourd'hui, il faut restaurer ça, il faut restaurer un tissu social, ça c'est un combat aussi politique, je suis d'accord. Et puis il y a aussi un combat intérieur, mais un combat intérieur tourné vers l'autre. André Comte-Sponville. Il va de soi que la politique, c'est extrêmement important. Je dirais même que c'est plus important que le bonheur. Et aujourd'hui où la France est tellement en crise, l'urgence, c'est pas de chercher le bonheur. L'urgence, c'est de sortir de la crise et donc de faire de la politique. Cela dit, quand vous dites que pour mesurer le taux de bonheur d'une société, il suffit de voir le taux de suicide, je reviens à Primo Levi, à ce compte-là, Auschwitz, ça aurait été l'endroit du monde où on était le plus heureux. On ne s'est jamais aussi peu suicidé qu'à Auschwitz. C'est historiquement faux. Si on veut être sérieux, il y a eu des gens qui jetaient sur les grilles électriques. Donc ça veut dire que le taux de suicide n'est pas un indice correct pour mesurer un bonheur collectif, dont je persiste à penser qu'il n'existe pas. Il y a des malheurs collectifs, il y a des souffrances collectives, il n'y a pas de bonheur collectif. Une anecdote personnelle, si je peux me permettre. Je me suis battu pendant toute ma jeunesse pour que la gauche arrive au pouvoir, parce que moi je n'avais connu que la droite au pouvoir, évidemment. Et le 10 mai 81, ça a été l'un des jours les plus malheureux de ma vie.
parce que mon bébé, que connaissait le docteur Naouri, était mort le 6 mai. Oui. Et il y a une telle disproportion entre une grande joie politique que j'aurais vécue comme tout le monde, j'aurais été place de la Bastille, et un vrai malheur qui vous tombe sur la gueule un jour ou l'autre, qu'on ne peut plus comprendre ce que c'est qu'un bonheur collectif. Ça ne m'a pas fait renoncer à la politique, mais ça m'a éclairé sur le fait que le but de la politique, c'est de combattre la misère, de combattre la souffrance, de nous faire sortir de la crise, et pas, là encore, de faire le bonheur des gens. Le bien-être, c'est autre chose. Le bien-être, c'est quand on a mal nulle part. Vous savez ce que disait, je ne sais plus quel humoriste, j'ai mal nulle part, sauf quand j'appuie. En gros, c'est le bien-être. Le bonheur, c'est la joie possible dans un certain bien-être. Et ça, c'est à chaque individu de le faire. Ne demandons pas à l'État de faire notre bonheur à notre place. Je compatis à ce que vous avez vécu, mais ce qui me semble frappant, et indépendamment de ce que les grandes idéologies ont pu faire et produire d'horreur au XXe siècle, au nom du bonheur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas franchir le pas supplémentaire et, au-delà d'une politique de bien-être, faire, disons, une politique d'un peu plus, c'est-à-dire d'un peu plus d'éducation, d'un peu plus de joie, d'un peu plus d'accès à l'autre, etc. Non, mais parce qu'à chaque fois, vous donnez cette définition par la négative, c'est-à-dire par l'absence de malheur égale le bonheur. Moi, je vous dis, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit pas supplémentaire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments, pour moi, qui relèvent de la politique, par exemple dans le spectacle. Quand on a eu un certain nombre de régimes qui nous ont permis d'avoir accès beaucoup plus au théâtre, beaucoup plus au ballet, beaucoup plus au cinéma, il me semble qu'ils ont apporté à chacun d'entre nous, alors c'est peut-être pas durable, et c'est tout le problème des états d'âme des individus, mais collectivement, ils nous ont apporté du bonheur, au sens premier du terme. Et c'est pour ça que je trouve que réduire ça en disant pas de politique du bonheur, pas de bonheur possible, juste le malheur, je trouve que c'est pas suffisant et que justement, dans une démocratie, dans un État comme le nôtre, on a la possibilité de pousser dans ces directions-là. Géraldine Mühlmann. Je pense que les conditions matérielles sont quelque chose de fondamental et c'est vrai qu'on a un côté, nous occidentaux, les mettre un peu de côté rapidement, qui est presque indécent par rapport à d'autres situations. Mais je pense quand même que les gens sérieux, modernes, qui ont parlé politiquement du bonheur, l'ont fait en voulant parler comme les anciens, du bonheur public. Je pense à Jefferson que vous avez cité. Quand il rédige la déclaration d'indépendance, enfin vous le savez certainement, mieux que quiconque, l'indépendance des États-Unis. Il voulait écrire bonheur public. Il y a eu un débat autour de cela. Et il a fini par dire pursuit of happiness, la poursuite du bonheur, donc individuel et public. Mais en réalité, les pères fondateurs des États-Unis, le fond, c'était le bonheur public quasiment dans la conception ancienne aussi de la cité, démocratique, participative, où on pouvait chacun essayer d'organiser les conditions les plus favorables. Mais la question du bonheur individuel, dans sa difficulté, et moi je l'ai dit dès le début, à mon avis, chez les modernes, tous les chemins sont ouverts, contradictoires, il y a même beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas véritablement l'idéal de l'individu, qu'il y a d'autres choses à faire de sa vie peut-être que d'être heureux. C'est un sujet qui se pose pour la modernité. Je pense que sur cette question, les politiques un peu sérieux de la modernité ont lâché prise. C'est-à-dire qu'ils ont donné des conditions favorables, comme vous l'avez dit, le bien-être matériel, le bonheur public, les institutions, c'est fondamental. Mais sur l'autre question, ils ont lâché. On parlait de malheur individuel. Lincoln, vous avez peut-être tous vu le film. Bon, Lincoln, je pense qu'il adhérerait complètement aux propos de Jefferson. Le bonheur public, enfin, c'est bien ce qu'il fait en libérant, en mettant fin à l'esclavage. Il y a une véritable idée du bonheur et pas seulement de l'égalité et de la liberté. Et il a perdu 2 enfants. On voit très bien que c'est un homme extrêmement malheureux dans son couple et dans sa famille et dans son histoire personnelle. Je pense que les deux vont ensemble et qu'il n'y a pas de prétention sérieuse chez les gens sérieux. Je ne parle pas des fous furieux de la modernité, à vouloir faire le bonheur individuel. Pour finir, le bonheurisme, excusez-moi, mais c'est insupportable, quoi. L'injonction à être heureux individuellement, parce que c'est quand même à ça que je voulais venir, c'est insupportable. Et donc je voudrais dire haut et fort ici que les gens ont le droit de faire des dépressions, que les gens ont le droit de bouffer des anxiolytiques, que les gens ont le droit de dire je suis malheureux. Et après tout, il y a des grands moments de nos vies qui sont pleines de douleurs. Et c'est vrai que là, on a le droit de réfléchir au bonheur en refusant mais complètement cette injonction au bonheur qui fait un mal fou à plein de gens. Je veux dire, on a le droit d'être malheureux longtemps, souvent dans sa vie. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit aussi d'essayer d'être heureux, enfin de trouver les chemins du bonheur? Sans doute. Non, c'est intéressant ce que vous dites, Géraldine. Vous avez raison de dire qu'après tout, on a le droit de dire que ça ne va pas. On a le droit de prendre un anti. Non, mais on est d'accord. Par contre, et vous parlez de bien-être. Moi, je pense que la politique, et elle est là pour ça, elle est là
pour faire qu'à un moment donné, l'homme, entendez, homme-femme, soit moins mal qu'il ne l'était 10 minutes avant. Et ça, évidemment, on ne le voit pas beaucoup. Donc, eh bien, on a à peu près les mêmes sensibilités politiques. Donc, il n'est pas question de me mégoter là-dessus. Je suis un défenseur de la classe politique, même quand elle me déçoit, même quand j'ai envie de lui foutre ma main dans la gueule et qu'elle m'énerve, ce qui est particulièrement le cas en ce moment, en ce qui me concerne, en particulier dans mon camp à moi. Très bien, parce que l'autre, il est par terre. Donc, c'est pas la peine, j'en attends rien. J'en attends plus rien depuis très longtemps. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est quoi, finalement ? Je ne sais pas ce que c'est l'argent, c'est pas l'argent. Il y a quand même un problème majeur fondamental. Alors, je ne sais plus si on parle encore du bonheur ou d'autre chose, ou de la condition de vie des hommes et des femmes que certains d'entre nous sont, puisque moi je me mets à part. Je considère que je suis un anti. J'ai volé de l'argent à personne, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis un anti par rapport à la totalité de mes congénères. À partir de quel moment on va continuer d'accepter qu'on demande de faire des efforts salariaux à des gens qui déjà n'ont pratiquement plus rien, quand il y a des gens qui, eux, touchent des millions, pour ne pas dire des dizaines de millions d'euros par an, pour quelquefois diriger des entreprises qu'ils ont foutues par terre eux-mêmes. À un moment donné, c'est plus... Alors là, pour le coup, vous voyez, je ne suis pas malheureux, mais je deviens combattant. C'est devenu insupportable pour moi. Je ne peux plus voir ça calmement. C'est ce qu'on voit en ce moment chez Renault, on dit, voilà, c'est un accord, machin, on va supprimer 7000 emplois, mais après, le truc comme ça, mais il n'est pas question, ils touchent 1424 €, il n'est pas question qu'ils en touchent 1425. Mais par contre, et je ne veux pas faire de procès personnel, mais enfin, apparemment, le patron de l'entreprise Renault, lui, continue de toucher quelque chose comme 20 ou 22 millions d'euros par an. Il y a quand même quelque chose, là, on peut, je sais pas, là, c'est pas le bonheur, là, c'est-à-dire que là, à un moment donné, il faut sortir les flingues, il faut descendre dans la rue, il faut recommencer à tout casser, parce que c'est plus possible. Moi, il y a un homme qui a dit qu'il fallait s'indigner il n'y a pas si longtemps. Je veux pas m'indigner n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle manière, mais il y a un moment, on peut plus rester assis, les bras croisés, en se disant le bonheur, est-ce que ça sera... Non, à un moment donné, ça, si ça existe, le bonheur, en ce qui me concerne moi, n'est pas possible. Oui, mais il y a une consolation. On a une consolation, Pierre, c'est qu'il paraît, il nous l'a dit Claude Sponville, que l'augmentation de la richesse personnelle ne fait pas le bonheur. Donc ce PDG n'est pas forcément un homme. Il ne s'agit pas de la richesse, il s'agit juste simplement de la possibilité de vivre, de manger, de se loger et de se dire que son enfant fera des études qui lui permettront de vivre mieux que ce que nous avons vécu. C'est fini, ça, c'est faux. Nos enfants vivront moins bien que nous. Alors, on va se demander maintenant s'il faut s'abstenir de penser pour être heureux. Alors, tandis que nous rejoignent deux grands spécialistes, Jeanne Siofachin et Pierre Lemarquis, qui vont essayer de répondre à cette question, Alexandre Gamelin, notre philosophe à nous, va nous dire en images ce qu'il en pense, à sa manière, on regarde. Pour être heureux, mieux vaut être un imbécile. Parce que quand on se met à y réfléchir 2 secondes, il n'y a pas vraiment matière à se réjouir d'être sur Terre. Mais dans la vraie vie, les choses se passent plutôt comme ça. Nous commençons notre vie en pleurant, nous la poursuivons dans l'angoisse de la mort qui finit toujours par arriver, la plupart du temps dans des grandes peurs et des souffrances inouïes. Et quand bien même nous aurions l'immense chance de passer au travers de trop de douleurs, ton énergie en toi est la bienvenue. Il y a dans le monde, autour de nous, tant de misère, de souffrance et d'injustice. Cette énergie, on peut la transmettre par des exercices simples. Qu'il faudrait être totalement aveugle, inconscient. Il faudra bien trouver de nouvelles sources d'énergie. Et idiot pour être parfaitement heureux. Alors les enfants, fais-en don à la planète. Mais le pire, c'est que même lorsque nous effleurons le bonheur, le simple fait d'en prendre conscience gâche la fête. Dès que l'on mesure notre bonheur, on prend conscience de sa fragilité. On sait qu'il va s'enfuir, que ça ne va pas durer. Et on sait aussi que ce bonheur fera notre malheur, puisque dès qu'il se sera échappé, nous en serons nostalgiques. Et du coup, on déprime. Le bonheur, y penser, c'est le tuer. Merci Alexandre. Alors à ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez Les Grandes Questions, votre mensuel philosophique qui s'intéresse à un sujet très subversif, à un moment où l'air est lourd en France, c'est l'injonction au bonheur. Et nous allons parler avec deux experts qui viennent de nous rejoindre. D'abord Jeanne Siofachin, qui est psychologue, et puis ensuite Pierre Lemarquis, un neurologue toulonnais. Et ils vont tous les deux d'abord essayer de nous répondre à cette question. On va peut-être commencer par la femme. Est-ce qu'il faut arrêter de penser? Alors vous avez publié d'ailleurs un livre sur la méditation, parce que vous pensez que la méditation, comment la méditation a changé ma vie,
Comment la méditation apporte le bonheur, c'est ça? C'est-à-dire que c'est vrai que de penser beaucoup, hein, on l'a bien vu sur ce plateau, de penser beaucoup, ça crée quand même énormément de doutes et énormément d'incertitudes. Et ça crée, si on va plutôt du côté de la neurologie, ça crée en permanence une hyperactivité cérébrale. C'est-à-dire qu'en permanence et constamment, on est en suractivité. Attends, ils cogitaient, ils avaient l'air heureux sur ce plateau tout à l'heure. Oui, mais peut-être qu'ils étaient un peu éloignés de ce qu'ils étaient en train de vivre juste maintenant. Peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau de l'instant présent et du lien. On a beaucoup parlé du lien, c'est-à-dire du lien à l'autre, de la présence réelle à ce qu'on est en train de vivre. On est beaucoup dans nos pensées. On considère aujourd'hui qu'on passe à peu près 47% de notre vie dans nos têtes plutôt que d'être à l'endroit où l'on est vraiment. Et on est beaucoup dans la rumination, on est beaucoup dans les anticipations anxieuses, on est beaucoup justement dans cette perspective de comment je pourrais faire pour être heureux à un autre moment, plutôt que de se relier à l'expérience de ce que l'on est en train de vivre. On sait que, alors évidemment c'est très discutable et bien évidemment on ne peut qu'être d'accord sur toutes les conditions économiques, historiques, sociologiques et même philosophiques du bonheur. Mais néanmoins aujourd'hui on considère qu'il y aurait une composante génétique autour de 50% sur le bonheur, c'est-à-dire que au niveau de la sérotonine, est-ce qu'on est un gros ou un petit porteur de sérotonine? Et la sérotonine, c'est une hormone qui permet d'une certaine façon d'équilibrer nos humeurs, notre état d'être, notre état intérieur. On a tous un point d'équilibre que les Américains appellent le set point, une espèce de point d'équilibre autour duquel on va organiser notre possibilité ou non d'être heureux, et on a une attitude autour de ce point qui est d'environ plus ou moins 6. Mais dans ces études-là... Donc l'amour était biologique, nous avait appris Jean-Didier Vincent, le bonheur est biologique aussi, c'est ça? Il y a une part biologique, bien évidemment, parce qu'il y a une chimie intérieure, c'est-à-dire que le fait de... on considère donc, par rapport au débat tout à l'heure, qu'il y aurait environ 10% de conditions extérieures dans notre qualité de vie intérieure, c'est-à-dire dans notre sentiment d'être. Et on aurait donc, et Voltaire le disait, puisqu'on a beaucoup cité d'auteurs, il disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Et c'est très intéressant parce que dans le... Ça c'est vrai. Mais parce que dans le GD... Je doute fort qu'il disait ça, Voltaire, mais bon. Dans le « j'ai décidé », ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait, en tout cas dans les études actuelles, qu'on aurait 40% de possibilité de faire justement notre propre sentiment d'état d'être. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de 40% de modifier notre relation à nos pensées. Et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas beaucoup modifier les conditions de vie dans lesquelles on est né et les conditions économiques, même si l'engagement est important. On a parlé d'engagement. Moi, il y a une étude, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est cette immense étude qui a été faite par ce psychologue américain au nom imprononçable qui s'appelle Csikszentmihalyi, et qui a fait une étude avec plus de 5000 participants, 250 000 questions, 83 nationalités, de 8 à 88 ans. Et ces gens-là étaient équipés de beepers. Et le beeper pouvait sonner à n'importe quel moment de la journée. Et à ce moment-là, les questions étaient: qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire? Et quel sentiment éprouvez-vous? Comment vous sentez-vous? Et il a été bien montré que plus on est engagé, plus on est concentré dans ce que l'on fait, plus ce que Csikszentmihalyi a appelé l'état de flow, c'est-à-dire une espèce d'expérience optimale, de sentiment de satisfaction profond, est important quand on est vraiment engagé dans la tâche, plutôt que lorsqu'on est dispersé dans son mental et qu'on est ailleurs avec nos pensées. C'est ça l'idée. C'est pas une question de... On a le droit de ne pas. Mais bien sûr. On a le droit de réfléchir, d'être dans son fort intérieur et d'être parfois dans la douleur. Oui, c'est possible, c'est autorisé. Vous êtes d'accord? Alors je voudrais maintenant donner la parole à Pierre Lemarquis. Alors vous recherchez, est-ce qu'on peut appeler ça le bonheur? À travers la musique. Vous avez publié 2 livres sur cette question. Il y a Portrait du cerveau en artiste, tout ça chez Odile Jacob, et puis La sérénade pour un cerveau musicien, parce que vous êtes neurologue et donc vous soignez vos patients
avec de la musique. Qu'est-ce qui marche le mieux? La musique est très ancienne dans notre cerveau. Elle existe avant le langage, elle existe chez les oiseaux, les animaux, donc elle va rester aussi très longtemps à la fin de notre existence. Vous voyez, mais qu'est-ce qui marche le mieux? La première question, c'est la musique. Mais non, mais c'est quoi? C'est Mozart ou c'est le rap? Il n'y a pas de secret, c'est la musique que la personne aime, celle qu'elle a aimée dans sa jeunesse. On peut pas. Bon, c'est vrai que Mozart marche bien, mais il y a d'autres musiques qui peuvent marcher. C'est un rapport avec l'histoire d'un sujet. Non, disons. Notre cerveau, pour le plaisir, il est bien équipé quand même, puisqu'on sait que depuis, dans l'origine des espèces, enfin, on a à l'intérieur de notre cerveau des circuits du plaisir et de la récompense, qui sont extrêmement importants et qui nous distinguent d'un ordinateur. Vous voyez, souvent, on compare le cerveau à un ordinateur, vous pouvez lui jouer de musique, lui faire une blague, ça lui fera rien. Alors que notre cerveau, ce circuit très ancien, est fondamental. Et donc, il sécrète tout un tas de substances. On a parlé de la sérotonine, on aime bien aussi la dopamine, les encéphalines. Alors, la dopamine est très importante, puisque longtemps on a pensé que c'était le neuromédiateur du plaisir. Et maintenant on dit que c'est le neuromédiateur du désir, ce qui est beaucoup mieux. Ce circuit est très ancien. Il nous permet de vivre. Vous vous souvenez de ces petites souris à qui on mettait des stimulations électriques dans le circuit, elles ne mangeaient plus, elles se faisaient stimuler tout le temps le centre du plaisir, elles mouraient. Donc la nature, qui n'est pas trop mal faite, a mis des garde-fous. Alors le premier garde-fou, il y en a deux. Le premier, c'est que ce circuit est saturable. Vous voyez un bon gâteau, on en a vu un tout à l'heure dans la présentation, vous allez avoir envie de le manger. Une deuxième part, ça va être difficile. Votre cerveau, c'est votre corps, c'est que vous allez être malade si vous allez manger cette seconde part, donc il va vous prévenir, c'est saturable. On s'en rend tous, enfin notamment les hommes s'en rendent compte dans l'amour, puisqu'il y a une période réfractaire que connaissent tous les hommes, et même vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous aurez mal à la tête, mais la période réfractaire, on ne peut pas la couper, quoi, si vous voulez. Donc cette période réfractaire fait qu'on est triste après l'amour. Vous voyez, c'est encore, enfin, pour les hommes, je crois que c'est Galien qui dit ça, et il dit omne animal triste post coitem, sauf les coqs et les femmes. Alors je sais pas, je peux pas me parler pour les femmes. Donc ce système. Le coq est très fier. Il le dit. Donc ce système est donc absolument fondamental. Donc le fait qu'il soit saturable nous met à l'abri des débordements, vous voyez. Et puis il est commandé par deux autres circuits, enfin deux autres systèmes qui sont importants. Donc ça, c'est l'amour. Donc l'amour est donc saturable, et après, pour qu'il dure, il faut qu'on aille vers l'attachement. Si vous voulez pas un amour qui dure, ça va être de l'attachement. Là, c'est une autre zone du cerveau qui passe par la mémoire, par ce qu'on appelle l'hippocampe. Si on n'a pas d'hippocampe, on peut rien mémoriser, et à ce moment-là, on peut pas vivre dans l'attachement, quoi. Donc cet attachement est très important, parce que lui n'est pas saturable. Alors là, on pense à Mozart. Mozart, il fallait tout le temps qu'on lui dise qu'on l'aimait. Si on disait qu'on l'aimait pas, il était triste, et il cherchait au piano les notes qui s'aiment. Il cherchait pas des accords, il cherchait les hommes qui s'aiment, les notes qui s'aiment, vous voyez. Donc cet attachement est important. Et puis le deuxième garde-fou qui est extrêmement important, ce qui nous différencie un peu de l'animal, c'est ce grand front qu'on a par devant, que vous nous exposez, là, qui nous distingue, qui nous permet d'agir sur ce circuit de la récompense. Vous voyez, c'est là qu'on a la mémoire de tout ce qui s'est passé, et on va comparer les nouveaux événements, et on va décider si on va lâcher un peu le circuit de la récompense pour qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes sur notre existence. C'est-à-dire que pour notre cerveau, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, notre cerveau, pour lui, il ne cherche pas nécessairement le bonheur, il cherche l'absence de souffrance, quoi. Notre corps cherche l'absence de souffrance, donc il va laisser tel ou tel acte. Le cerveau est bouddhiste, comme dirait Frédéric Lenoir. Bouddhiste, philosophe, enfin, donc il va nous commander le bon commandement pour éviter la souffrance. Alors, vous avez des faisceaux, puisque maintenant, avant, on pensait que le cerveau, c'est quelque chose d'holistique. Après, on était très localisationniste. Maintenant, on raisonne en faisceaux. Vous voyez, des faisceaux qui vont d'un endroit à l'autre du cerveau et qui travaillent ensemble, si vous voulez. Alors, il y a un faisceau qui va de ce centre du plaisir à ce centre frontal, antérieur, qui peut parfois être coupé. Quand il est coupé, on dérape. Les capacités intellectuelles sont conservées, mais on ne juge plus des conséquences de nos actes et on devient pathologique, quoi. Jeanne Siot-Fachin, et puis vous, Pierre le Marquis, vous avez peut-être jeté un froid là en face chez les philosophes, en nous expliquant que le bonheur était biologique au fond. La vie est biologique. Exactement. Ce qui se passe dans la vie humaine est biologique. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ce que les neurosciences notamment nous disent aujourd'hui,
au fond, confirme aussi ce que les anciens et les sages avaient perçu de manière beaucoup plus intuitive et par une autre forme d'expérience, à savoir deux choses. La première chose, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'un des éléments essentiels dans le conditionnement du bonheur et qui procure plus de bonheur, c'est vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire l'attention dans l'instant présent. Ce qu'on appelle la pleine conscience aujourd'hui, dans un cadre un peu laïque, mais toute la méditation bouddhiste, ce n'est que ça. C'est être attentif à ce qu'on fait. Qu'on travaille, qu'on fait la cuisine, on est attentif à ce qu'on fait au lieu de penser. Et ça procure du bonheur. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent oui, parce que du coup, le cerveau sécrète effectivement mais les philosophes le disaient déjà. Quand Épictète disait ce n'est pas les événements qui perturbent les hommes, mais l'idée qui s'en font. On est bien dans cette relation avec ses pensées. Et qu'effectivement, si on s'éloigne de cette pensée qui constamment nous entraîne ailleurs, à ce moment-là, on peut plus se relier. Et pour aller du côté de Pierre, dans cette production aussi d'ocytocine, qui est cette hormone qui nous permet de capturer les moments dans lesquels on va se sentir bien. Et l'ocytocine, c'est comme des petits nuages blancs dans le ciel, ça passe très vite, alors que bien sûr, on a le droit d'être malheureux, mais c'est beaucoup plus pesant, c'est plus comme des nuages sombres qui nous pèsent et qui génèrent quoi? Une hormone importante, qui est le cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui vient en permanence recouvrir toutes les sécrétions d'ocytocine qui sont beaucoup plus fragiles. Donc bien sûr, l'instant présent, Frédéric, je peux tellement être que d'accord avec vous. Et la deuxième chose très importante, c'est que les philosophes ont constaté depuis longtemps c'est qu'il y a une inégalité fondamentale des êtres humains face à la capacité du bonheur. Et Schopenhauer l'a magistralement montré en disant effectivement c'est une question de sensibilité. Et là-dessus, on revient à l'étymologie même du mot bonheur. On n'en a pas parlé du tout. Eudaimonia, en grec, ça veut dire finalement avoir un bon daimon. On dirait aujourd'hui avoir une bonne étoile, avoir de la chance. Et ben, je pense que dans le bonheur, il y a une grande part de chance qui est effectivement le corps qu'on va avoir, le cerveau qu'on va avoir. Et ça conditionne beaucoup notre capacité à être heureux. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que l'être humain est un être de culture, que la biologie arrive toujours trop tard et surtout à l'inverse, la cause et l'effet. Non, mais il ne faut pas radicaliser les choses. Mais la vérité est entre les deux. Il y a à la fois du biologique et il y a plein d'autres choses. Vous avez raison. Je veux dire que quand il y a tous ces éléments biologiques qui sont décrits, ils décrivent un état à partir du moment où cet état se constitue. C'est-à-dire qu'il y a des stimuli. Et par rapport à l'ocytocine, par exemple, il y a une différence radicale entre les hommes et les femmes, dans la mesure où, et ça alors c'est une chose qui se rencontre en clinique constamment, si vous voulez, à partir du moment où il y a, chez les hommes et les femmes, il y a un stimulus commun pour la sécrétion d'ocytocine, c'est le rapport sexuel. Mais les femmes ont un deuxième stimulus, qui est la vue de l'enfant. Et à partir du moment où elles voient un enfant, elles sont au maximum. Donc elles n'ont plus besoin. C'est pas culturel? Elles n'ont plus. Pas du tout. Ah non. Non, c'est reproductible. Qui sont au compte du bonheur lorsqu'ils ont leur premier enfant. Non, mais c'est pas ça. C'est le stimulus qui fait sécréter l'ocytocine, et on doit en avoir un certain taux pour être bien. Pardon? Ça peut être la culture masculine qui. Non, c'est pas la culture. C'est pas le problème de la culture masculine. Du côté masculin, le stimulus enfant ne fait pas de produire de l'ocytocine. On peut le faire dans tous les sens, de tous les côtés. Oui, mais il n'y a pas de sécrétion et c'est pas culturel. Non, c'est beaucoup plus naturel que culturel. Et il y a là quelque chose qui fait déséquilibre dans les couples, dans la mesure où l'une dit « moi j'ai pas besoin de Je suis pas d'accord, il faudrait demander à d'autres scientifiques, mais je pense qu'il y a des biologies dans ce que Pierre Lemarquis, on a un scientifique ici, là, il va répondre. Disons que vous parliez de médicaments, mais il y a beaucoup de choses qui remplacent le médicament. On a démontré par exemple que l'écoute d'une musique va vous faire sécréter de la dopamine. Le fait de se réjouir d'écouter une musique, simplement le fait de se réjouir sans l'écouter va vous en faire sécréter. Je suis sûr que vous écoutez la voix de Pierre Arditi, vous sécrétez de la dopamine. Même si moi toujours le soir quand je rentre. Mais ça dépend aussi des conditions d'écoute. Si on balance de la musique, je ne sais pas, sur les quais de métro pour, je dirais, sécréter toutes vos hormones, ça ne marche pas parce qu'on a presque l'impression d'être manipulé. Donc tout dépend de l'histoire qu'on se crée. Moi je pense que le bonheur est plutôt du côté du sens et de la culture. C'est la co-construction du sens, le bonheur. Et je pense que la biologie, là, à un moment, une certaine utilisation idéologique de la biologie entre complètement en contradiction avec cette idée de culture et de création. C'est aussi une construction, la biologie. Mais votre culture, donc vous voyez, on la voit bien, entre autres, dans ce cortex frontal qui contient toutes les données culturelles et qui va réguler le reste. Donc ce que vous dites, ça se retrouve parfaitement dans ce schéma, si vous voulez. C'est pas du tout contradictoire, si vous voulez. André Comte-Sponville. Moi, je crois que le débat perpétuel entre nature et culture, entre l'âme et le corps, ce sont deux faux débats. Parce que la culture fait partie de la nature, et donc elle est naturelle, elle n'est pas surnaturelle, que je sache. Et deuxièmement, parce que l'âme et le corps, de mon point de vue, sont, comme disait Spinoza, une seule et même chose. Et donc se demander quelle est la cause de l'autre, c'est ne pas comprendre que c'est la même chose, précisément.
En revanche, je crois que ce qui est très important, c'est ce qu'a dit Frédéric, c'est l'idée qu'il y a une part de chance dans le bonheur. C'est pour ça qu'on a le droit d'être malheureux. Parler d'un devoir d'être heureux, c'est une absurdité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le bonheur modeste quand on l'a. Parce que ça dépend de 1000 choses qui ne dépendent pas de nous. Et essayer d'avoir le malheur serein. Est-ce que je peux poser une question? J'ai vraiment une question factuelle. J'ai toujours entendu dire de ceux qui apprécient vraiment Mozart que le génie de Mozart, c'est quand on est triste et qu'on l'écoute, ça rend triste. Quand on est gai et qu'on l'écoute, ça rend gai. Alors ça, c'est le meilleur spécialiste possible pour répondre à cette question. Alors, bon, c'est sûr que Mozart nous a, je crois, tous aidés dans des moments de dépression. C'est quand même assez rare. Ça peut rendre encore plus triste, c'est ça ma question. Bien sûr, il n'est pas qu'un médicament, il peut encore accentuer des états d'humeur tristes parfois. Alors, dans la musique de Mozart, de la première période, la période galante, si vous voulez, elle est complètement calquée sur les berceuses maternelles. Vous voyez, c'est vraiment le même principe. C'est-à-dire, on répète quelque chose, ça tranquillise, et puis on change un peu, ça réveille. Vous voyez, donc ça va. C'est ce qu'il faut à un enfant, je crois, le dos. Donc il faut quelque chose qui le tranquillise, qui en même temps stimule son cerveau pour qu'il progresse. Donc quand on entend du Mozart de cette période galante, on peut le diffuser partout, chez les Esquimaux, dans toutes les cultures, toutes les berceuses maternelles sont les mêmes dans toutes les cultures. C'est toujours le même principe. Donc qui que ce soit qui va entendre du Mozart va retourner dans cette période de la prime enfance, va entendre la berceuse, va retrouver sa mère, et donc va pouvoir se sentir mieux, ou il peut peut-être regretter l'absence et se sentir moins bien à ce moment-là. Alors une question très concrète pour prolonger celle de Géraldine Mühlmann. Je vais très mal, je rentre chez moi, quel titre de Mozart je dois mettre? Ça va être difficile. L'éloge funèbre maçonnique, si tu veux être encore plus mal. Pas le requiem. Qu'est-ce que je dois mettre? Le requiem, ça peut faire du bien. Bon, moi, personnellement, j'ai un petit faible pour Papageno, mais ça peut être pour chacun un morceau, un petit bout de la flûte. Papageno, c'est vraiment la joie dans toute sa splendeur. Mais bon, il y a des gens qui peuvent ne pas y être sensibles. Donc, c'est ce qui vous a marqué dans votre vie, quoi. Bon, c'est une émission qui rend heureux, comme Mozart, hein, on l'a bien compris, rend heureux. Alors justement, je voudrais vous parler de vos recettes, pour terminer. Je demandais à chacun quelles sont vos recettes du bonheur, si vous êtes heureux. Évidemment, si vous êtes très malheureux, vous passez. Mais les recettes du bonheur, on va commencer par vous, André Comte-Sponville. Je veux dire aimer la vie plutôt que le bonheur. Et je crois que c'est ça l'esprit de Mozart, en vérité. Alors, André Comte-Sponville, je rappelle le titre de votre livre, Le sexe ni la mort, 3 essais sur l'amour et la sexualité qui ont quelques rapports avec le bonheur, hein, si j'ai bien compris. Oui, quelques rapports parfois difficiles. Difficiles, c'est aux éditions Albin Michel. Géraldine Mühlmann, votre recette? Rire des normes du bonheur, peut-être. Rire des normes qui sont imposées autoritairement parfois à propos du bonheur. Je pense que ça s'invente. Et en évitant de penser normativement, il faut faire ça, et encore ça. Ouais. Essayez de ne pas. Mais ça suffit pas quand même, non? Pour faire entrer le bonheur en vous, quand même. Je n'ai pas de recette. Vous en avez une, vous? Vous avez une recette? Je ne sais pas, je ne crois pas. Histoire des idées politiques, donc, aux presses universitaires de France. Frédéric Lenoir. C'est plutôt la sagesse de votre spécialité, mais... Oui, non, mais j'arrive pas à la sagesse. Donc, tout simplement, peut-être que moi, ce qui m'aide vraiment quotidiennement à essayer d'être mieux, c'est de dire oui à la vie, c'est-à-dire d'accepter les choses comme elles sont et pas comme je voudrais qu'elles soient. Les Français disent en tout cas oui à Frédéric Lenoir, parce que chaque livre est un best-seller. Le dernier, c'est L'âme du monde, avec un autre best-seller, à venir bientôt, une histoire d'amour. Vincent Cespedes. Recette du bonheur, évidemment, je suis contre cette expression, mais ce qu'on peut constater, c'est que les gens qui sont heureux sont des gens qui s'entourent de personnes heureuses, parce que le bonheur est contagieux, et c'est toujours dans l'idée de générosité, de partage humain, et c'est à la fois individuel et à la fois extrêmement politique. Donc c'est, dans notre époque, retisser du lien social, retisser du rapport à l'autre authentique, serein et généreux. Vincent Cespedes, donc, Magique étude du bonheur, ça c'est aux éditions Larousse. Et puis il y a L'homme expliqué aux femmes. Pierre Lemarquis. Disons, Freud, dont le nom signifie quand même un peu joie, bonheur, qui s'intéressait beaucoup au principe de plaisir. Vous savez, échappé de peu au four crématoire grâce à Marie Bonaparte, donc il s'est réfugié à Londres. Il est mort d'un cancer du fumeur.
Et il a demandé à Marie Bonaparte lui a offert un vase grec. Et donc il a demandé à être incinéré. Est-ce que ses cendres soient déposées dans cette œuvre d'art, dans ce vase grec, qui date de l'époque de Platon ou d'Empédocle. Vous savez qu'Empédocle, c'était le feu, il espérait ressurgir. On ne sait pas ce qu'il y a sur ce vase, s'il y a un phénix, un sphinx ou Oedipe. En tout cas, j'espère que c'est écrit en dessous, cette phrase de John Keats, haute sur une urne grecque. La beauté est vérité, la vérité est beauté, c'est tout ce que l'on sait sur Terre et c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc c'est ça, la recette du bonheur, elle est dans ce célèbre vers de John Keats. Pour aller plus loin, parce que c'est une découverte, Pierre Lemarquis, Portrait du cerveau en artiste aux éditions Odile Jacob, et puis Pierre Lemarquis, toujours, ça c'est en poche, Sérénade pour un cerveau musicien. Jeanne Siaud-Fachin. D'abord, je rejoins beaucoup Frédéric Lenoir sur cette notion d'accepter les choses comme elles sont et non pas toujours vouloir qu'elles soient différentes. Et à ce moment-là, pouvoir modifier son regard sur les choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut modifier la relation que l'on entretient avec nos pensées, avec nos émotions et avec certaines situations de vie. Et ça permet de créer en soi un espace de sérénité où se poser, non pas dans un bonheur égoïste, mais dans une possibilité de partager et d'être mieux en lien avec le monde et en lien avec ce qui nous entoure. Alors, Jeanne Siaud-Fachin, 2 livres aux éditions Odile Jacob également, Trop intelligent pour être heureux, sous forme de questions, et puis Comment la méditation a changé ma vie et peut changer la vôtre. Fabrice Delmeda. Moi, j'ai envie de dire lire, parce que je vois tous ces livres, ça me fait énormément de plaisir. Ah oui, on a envie de les lire, ils sont tous bons en plus, voilà, c'est rare. À chaque fois que je lis, c'est rare une émission où tous les livres sont bons. Non mais c'est vrai, à chaque fois que je lis, j'ai un immense plaisir, et je pense que c'est un plaisir aussi parce que je crois que, comme beaucoup d'entre nous autour de cette table, on aime penser et on aime agir. Voilà. Donc je dirais lire, agir, penser. Je pense que c'est ça, mes recettes du bonheur. Alors, Quand l'histoire nous prend par les sentiments, ça c'est un livre avec le regretté Anthony Rollet. Grand gastronome pour qui le bonheur c'était un simple repas. Aldo Naori. Je n'ai pas de recette. Oh. Quand je perçois le bonheur, j'en suis heureux. Et puis, je ne me dis pas, il viendra dans 3 jours, il faut le faire. Ils viennent, et c'est appréciable, et ça suffit. Et je n'ai pas de recette, et je ne suis pas dans sa recherche. Aldo Naori, Prendre la vie à pleine main aux éditions Odile Jacob. Pierre Arditi, votre recette alors? Vous allez dire quoi? Jouer? Une recette, c'est un Bah oui, donnez-moi un théâtre, je soulèverai le monde. Non, c'est un slogan. Ne pas être malheureux de ce qui n'est plus et se réjouir de ce qui a été et de ce qui peut être encore. Voilà. Alors, Pierre Arditi, vous nous donnez du bonheur, bien entendu, sur scène. Enfin, c'est un succès incroyable. D'ailleurs, comme s'il en pleuvait au théâtre Édouard VII. Je vous conseille d'aller le voir. Mais pas demain, parce que demain, il y a Arditi à la télé, sur France 3. Hein et le sang de la vigne. Le sang de la vigne, oui, c'est ça, qui marche très bien. Oui, voilà. Très bien. Et puis un petit livre aussi. Oui, mais je n'ai pas écrit. Je préfacé, qui sont des pensées de gastronomes ou de gens un peu avec de l'esprit, et ça va de Montaigne à Philippe Bouvard. Donc l'éventail est large, mais c'est pas mal. Il y a des choses qui sont sympas. C'est marrant. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que cette émission a mis un petit peu de bonheur dans votre soirée. Ce magazine philosophique se referme et je vous donne rendez-vous le vendredi 19 avril à 21h30, 19 avril 21h30 pour une nouvelle édition des Grandes Questions. À très vite au mois prochain.